Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show. Ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné de l'équipe habituelle, à commencer par Gamal Abina. Bonsoir Gamal Abina. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Il y a également Badis Khnissa. Bonsoir Badis. Bonsoir Noël. Faisal Matawi également autour de la table. Bonsoir Faisal. Bonsoir Noël. Et puis il y a également Mehdi Rezar. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Noël, bonsoir à mes chers amis qui sont autour de la table. Alors au sommaire ce soir, mesdames et messieurs, retour sur l'actualité de la semaine. C'est l'interview accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux médias français. L'opinion en pleine crise diplomatique avec Paris, une interview dans laquelle le président énonce les principes de sa politique à l'opinion publique internationale. L'Algérie intensifie la coopération régionale. Plusieurs activités présidentielles et diplomatiques ont marqué cette première semaine de février. Nous y reviendrons également dans cette émission. Et puis en dernière partie, Nariman Zekar nous rejoindra pour revenir sur la campagne raciste dont est victime l'humoriste Ben Lazar et sur la robe Neili qui inspire la nouvelle collection Chanel. Et on commence, je le disais à l'instant, avec cette interview exclusive accordée donc par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux médias français L'Opinion. Une interview accordée donc au journaliste Pascal Hérault, journaliste de la rédaction internationale du journal français L'Opinion. Pascal Hérault qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Pascal. Bonsoir Madame Belkadem. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, Monsieur Hérault, cette interview exclusive que vous a donc accordée le président de la République, il énonce dedans donc les principes de sa politique à l'opinion publique internationale. Pascal Hérault, comment est-ce que s'est faite votre rencontre avec le président de la République? Quel a été votre sentiment lors de cette rencontre? Écoutez, pour moi, ce n'était pas la première interview. Je crois qu'il a, je ne sais pas si je trahis un secret, mais je crois qu'on avait réalisé un premier entretien pendant la campagne électorale en 2019. Et par la suite, il nous avait accordé une grande interview en juillet 2020 et il nous avait encore honoré de sa confiance pour notre première conférence à l'opinion qu'on avait réalisée sur la... Et donc, on avait fait là, cette fois, une interview vidéo. Il était invité d'honneur de l'ouverture. Donc, il y avait une demande d'interview qui était dans les tuyaux là, depuis quelques mois. Et je pense qu'il a jugé que c'était le moment opportun de parler, de s'expliquer, de répondre à toutes les critiques auxquelles son pays pouvait faire l'objet dans la presse ou dans les médias français. Et bon, je pense que naturellement, il est venu vers nous. Bonsoir Monsieur Hérault. Bonsoir. Mehdi Guézard. J'espère que vous allez bien rentré d'Alger. Oui, un peu fatigué parce que le travail de décryptage a été un peu lourd, mais oui, très bien. Le temps n'est pas le même entre Paris et Alger, je pense que vous l'avez bien remarqué. Une question rapide, s'il vous plaît. Moi, je veux un peu tordre le cou à certains détracteurs des médias qui vont dire qu'on va appeler les médias d'extrême droite, que je qualifie, moi, en tout cas, d'extrême droite. L'atmosphère dans laquelle vous avez eu l'interview avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est-ce que c'était une atmosphère, on va dire, agréable, une atmosphère saine, ou, comme le décrivent certains, vous aviez face à vous un chef de junte? Parce que maintenant, malheureusement... sur certains médias orientés, on appelle le gouvernement algérien et le président de la République, on les qualifie de junte militaire ou de dictature. Donc vous, en tant que Français journaliste, avec le recul que vous avez et l'expérience que vous avez, dans quel contexte, dans quelle atmosphère vous avez interviewé le président de la République? L'ambiance était excellente, pour tout vous dire. Vous connaissez mieux votre président que je le connais, 55 ans de vie politique. Je pense que ça pose un homme. Je vais vous raconter une petite anecdote. La relation, on est dans une relation entre l'Algérie et la France de quasi-rupture diplomatique. Il y a un certain nombre de dossiers tous les jours qui sont évoqués
aussi bien dans la presse algérienne que dans les médias français. Donc quand j'ai préparé cette interview, j'ai préparé énormément de thèmes, énormément de questions. Et quand j'ai regardé l'interview et toute la première partie qui portait sur la relation bilatérale, je me suis dit, ouh, ça va quand même pas être facile de poser toutes ces questions aussi directement au président algérien. Et je me rappelle plus si c'était à la 3e ou à la 4e question. Il voyait que j'avais peut-être du mal un peu à embrayer ou je tournais un peu autour du pot. Il m'a dit, Monsieur Pascal, mettez-vous à l'aise, posez-moi les questions très tranquillement, très sereinement, comme vous avez envie de vous les poser, et je répondrai. Je crois qu'il avait envie, il était assez méthodique, assez concentré cet après-midi-là. Il avait surtout envie de réaliser un exercice de clarification. Donc on est bien loin de l'image donnée du dictateur, du tyran et de la junte militaire qui gouverne notre pays. Nous sommes bien d'accord sur ce sujet-là. C'est comme ça que s'est déroulée l'interview et je crois que le contenu montre que c'est pas dans cette atmosphère que j'ai recueilli les propos du chef de l'État. Ben voilà toute la différence entre des journalistes comme vous, Monsieur Hérault, vous êtes des journalistes avec une conscience professionnelle, et malheureusement les journalistes qui nous insultent toute la journée et les chaînes d'extrême droite qui nous insultent toute la journée, à tort et à travers, sans connaître 1 cm² de l'Algérie. Voilà la différence entre des professionnels comme vous et les autres. Monsieur Pascal Hérault, quel a été l'impact international de cette interview? Comment est-ce que cet entretien a été accueilli en France? Écoutez, l'impact pour nous à l'opinion, il est au-delà de l'espérance. Pour tout vous dire, les interviews du président Tebboune et les articles sur l'Algérie marchent toujours bien. Elles font toujours beaucoup de clics, d'audimat, beaucoup de lecteurs. Pour une autre anecdote que je vais vous livrer, quand on avait fait son interview là, pour la première conférence Afrique qu'on réalisait, on avait même saturé le site internet tellement il y avait de gens au même moment qui voulaient se connecter. Dimanche soir, moi pour tout vous dire, j'étais assez fatigué par tout le travail qui avait été accompli pour réaliser l'interview, la finaliser, la question des photos, des légendes. Enfin, il y a tout un travail dans la presse écrite que vous n'avez peut-être pas, vous, à la télévision. Et je me suis couché assez tôt. Et c'est le lendemain matin que je me suis rendu compte réellement de l'impact, quand j'ai vu que j'avais 200 messages sur mon téléphone, que j'ai allumé toutes les télévisions et que j'ai zappé de chaîne en chaîne sur le service public, mais aussi sur les chaînes d'information privée. Et là, je me suis dit, oh, effectivement, il y a un impact retentissant. Après, j'ai beaucoup communiqué avec mes confrères des pays arabes qui m'ont aussi expliqué que les propos qu'il avait tenus, notamment sur Israël, étaient repris dans toutes les chaînes arabes. Ça faisait un buzz énorme. Et puis, ça a duré toute la semaine. J'ai eu de nombreuses sollicitations. Je crois le mardi, j'ai donné une interview à Beurre FM. J'ai eu aussi des sollicitations en Algérie. J'ai donné une interview au quotidien Horizon. Ça a eu un impact majeur. Vous avez vu qu'il y a eu des réactions politiques aussi en France. Jordan Bardella, qui s'est fait épingler dans l'interview, a tenu à réagir. Il a repris les propos de sa patronne parodiant le président américain, disant qu'il fallait traiter l'Algérie comme la Colombie. Bruno Retailleau, lui, a mis un peu plus de temps. Il n'a réagi que jeudi, mais il avait déjà commencé à réagir ses services en donnant certains chiffres, notamment sur la circulation des hommes entre les deux rives. Et là, jeudi, il a eu ses propos en disant qu'il fallait ne pas se laisser écraser et qu'il prenait le rapport de force avec l'Algérie. Quant à l'Élysée et au Quai d'Orsay, pas de réaction encore, si ce n'est des diplomates qui nous parlent de manière privée et nous font comprendre que le message a été bien reçu, que le climat maintenant devrait être à une décrispation des choses, parce qu'il faut qu'on revienne à une relation sereine avec l'Algérie dans un climat dépassionné.
Pascal, Pardon, oui. Faisal Matawi, je vais vous donner la parole dans quelques instants. Je voudrais poser une question à Badis Khnissa. Pensez-vous que suite à cette interview donc accordée par le président Abdelmadjid Tebboune à M. Pascal Hérault, suite à toutes ces choses que le président a dites sans passer par quatre chemins finalement, il a vraiment été à l'essentiel, pensez-vous que suite à cette interview, les relations entre Paris et Alger vont réussir à s'aplanir? Je pense que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a, à travers cette interview, une communication circonstancielle qu'il faut rappeler. C'est la première fois que le président de la République s'exerce à cette communication, notamment dans une crise aiguë, sans précédent depuis l'indépendance de l'Algérie. Et je pense, et il faut peut-être planter le décorum dès le départ, et c'est ce que je me répète à chaque fois de dire, commentant cette interview, je dirais, qui est considérée comme vient de le dire, à ce propos, un buzz international et non pas que entre les deux rives. C'est pour dire effectivement que le président de la République a démontré que c'était un président de dialogue, un président de communication, un président aussi qui aime respecter notamment les règles d'usage et notamment les fondamentaux, à savoir la diplomatie relève de la présidence, la diplomatie relève d'un État-nation qui se respecte et la diplomatie aussi se fait à travers des canaux dédiés et non pas à travers des médias de masse qui sont à la botte justement de projets pernicieux. Et puis, c'est un président aussi qui a, je dirais dans cette interview, dans lequel il ne se justifie pas, oui. Il s'explique. Très important de le dire. Et il énumère bien évidemment la crise latente, notamment la crise, et d'ailleurs, il le dit, expressis verbis, que la balle est dans le camp de la France. Bon à la France aujourd'hui de reprendre en main notamment sa diplomatie, reprendre en main ses canaux de communication, reprendre en main ne serait-ce que sa décision vis-à-vis de des pays pivots comme l'Algérie et instaurer, comme vous l'avez dit, in fine, arriver à instaurer un dialogue sain sur des fondations saines et établir ces discussions notamment qui permettront d'aboutir, pourquoi pas, à terme, puisque la France a besoin de l'Algérie, l'Algérie est un pays pivot, l'Algérie est un pays incontournable pour le monde entier. On a su le démontrer depuis quelques mois, quelques années, au lendemain de l'élection du président au premier mandat. Donc, il me paraît évident aujourd'hui, à travers cette interview aussi, qu'il y a des allures, permettez-moi de dire peut-être, de préavis de rupture. Parce qu'il le dit. Il le dit, c'est-à-dire n'allons pas jusqu'au l'irréparable, notamment, qui consiste à dire, en d'autres termes, l'irréversible. Oui. Donc, c'est un préavis, c'est un appel à vigilance, un appel à la prudence, mais surtout aussi une mise en garde pour dire arrêtez la cour de récréation, sonnez la fin de cette cour de récréation pour établir, encore une fois, d'État à État, des discussions sérieuses et dignes justement des deux États. Faisal Matawi, alors Badis Khnissa vient de le dire, le président de la République ne se justifie pas. Il explique les choses, il s'explique, il explique le comportement, disons-le, de l'Algérie et de son gouvernement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Algérie nouvelle s'affirme comme une puissance souveraine? Absolument, et c'est un bon exercice de communication parce que le président Abdelmadjid Tebboune a choisi de s'adresser à un journal qui est plus ou moins correct, parce que là on a du mal à détecter ou à trouver des médias plus ou moins équilibrés qui respectent le règle du journalisme en France. Pour effectivement pas se justifier, l'Algérie n'a pas à se justifier auprès de qui que ce soit, mais bien d'expliquer. C'était très très bien expliqué, notamment par rapport à la relation avec la France, puisque le président a rappelé qu'il ne voulait pas rompre Sha'arat Mouawiya, le cheveu de Mouawiya, pour dire qu'il ne veut pas aller vers la rupture, qu'il y a une offre de dialogue effectivement, qu'il y a une explication par rapport il a même fait un appel au président Macron et à toutes les voix qui sont favorables à la relation avec l'Algérie pour parler, parce qu'on ne les entend pas beaucoup, ils sont très rares à ceux qui défendent cette relation avec l'Algérie. Il a aussi donné des informations, la vision de l'Algérie par rapport à des relations avec la Syrie. M. Ahmed Attab était aujourd'hui à Damas, oui. Avec par rapport au dossier palestinien, l'Algérie défend la Palestine en tant qu'État, la relation avec le Mali, la relation avec l'Ukraine, etc. Permettez-moi, Nouhed, de poser une question à notre ami oui, Pascal Hérault. Pascal, vous êtes, j'allais dire, une exception dans les médias français, parce que vous avez remarqué que depuis maintenant, combien de mois, plus de 2 mois, les médias français, pratiquement chaque jour, parlent de l'Algérie, mais sans donner la parole aux Algériens, aux responsables algériens, représentants de l'ambassade, du ministère des Affaires étrangères, etc. Est-ce que vous pensez que dans les médias français, je ne parle pas de tous les médias bien sûr, les médias français, lorsqu'il s'agit de l'Algérie, ne sont pas objectifs et ne respectent pas les règles du journalisme? Écoutez, plusieurs choses. Un, je crois qu'il y a
il y a plusieurs demandes d'interview qui ont été posées à la présidence algérienne. Donc, un certain nombre de mes confrères font leur travail et ont demandé à avoir un témoignage de la présidence algérienne ou d'autres officiels par rapport à la crise qui sévit entre nos deux pays. Je ne voudrais pas mettre tous les médias dans le même panier. Le président de la République ne l'a pas fait, il a été très clair, il a même cité le groupe qui était visé. Oui, le groupe Bolloré, hein, il faut le dire, le groupe Bolloré qui a une haine viscérale contre tout ce qui est algérien. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que, et c'est ce que je dis souvent quand je vais à l'ambassade à Paris, je pense que l'Algérie n'est pas un pays qui communique énormément aussi. Il y a ce pays a beaucoup d'atouts. Ce pays a des personnalités ou a des officiels. Et moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer un certain nombre au cours de ma carrière qui sont des pointures de haut niveau et qui ont une connaissance très aiguë de certaines situations, des situations de crise, mais aussi sur des dossiers très techniques. Mais je trouve que c'est pas dans la culture. Par exemple, ne serait-ce que sur les questions d'aide au développement ou de coopération avec l'Afrique subsaharienne, l'Algérie ne communique pratiquement jamais sur ce qu'elle fait. C'est indéniable. Dans les médias français, je me rappelle une conversation que j'avais eue avec un officiel algérien à Paris il y a quelques années qui me disait « mais les médias français nous tapent toujours dessus ». Mais je lui disais « mais est-ce que vous les avez invités ? Est-ce que vous leur avez permis de rencontrer aussi et puis certaines personnalités ou certaines structures en Algérie qui leur permettraient de mieux comprendre ce qu'est l'Algérie aujourd'hui ?» Il y a certains pays qui sont très forts pour faire ça, qui organisent aussi des groupes de chercheurs ou qui invitent régulièrement. Je crois que ce n'est pas dans l'habitude de l'Algérie. Donc, je pense que c'est un peu une responsabilité partagée, à mon avis. Excusez-moi, cher Pascal, cher monsieur Hérault. Avec une idéologie, et puis bien sûr, il y a des médias identitaires aussi dans notre pays. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Dans la presse écrite, on trouve encore on a des très bons journalistes. On ne dit pas le contraire, attention. Le président Tebboune a fait preuve de beaucoup de pédagogie, parce que quand il a affaire à une sorte de caste politique qui est contre l'Algérie du matin au soir et où on a des émissions perpétuelles sur l'Algérie, à un moment, il faut prendre de la hauteur. Je suis désolé de vous le dire. L'Algérie n'a pas besoin de se justifier constamment devant une sorte de direction néfaste qui va contre ses intérêts. Maintenant, il est évident que lors de la dernière décennie, 90, enfin de 2000 à 2010 et de 2010 jusqu'à 2019, la communication n'était pas notre fort. Mais justement, vous avez bien remarqué que dans les divers gouvernements maintenant, nous avons des directions générales de la communication, nous avons un ministre de la communication, nous avons un ministre qui s'occupe justement de discuter de tout ça, et on a une évolution de la presse, de la télévision, et on a une évolution aussi de nos politiques qui parlent beaucoup plus aux différents médias. Mais comment voulez-vous parler à un groupe qui, je le rappelle, il y a CNews, C8, le JDD, Valeurs Actuelles, où c'est une entité qui est omniprésente sur les chaînes et sur les journaux français, qui font de l'Algérian bashing du matin au soir. À un moment, vous vous dites, excusez-moi l'expression, et je le dis avec énormément de respect, les chiens aboient et la caravane passe. On ne va pas donner à chacun des explications pour tout et n'importe quoi. Mais la preuve étant que quand on a affaire à des journaux sérieux, dont le vôtre, et à des journalistes sérieux comme vous, eh ben, la présidence de la République vous a donné le privilège d'avoir l'interview. Et je pense que c'était une interview sur le temps, je crois que ça a duré 3 ou 4 heures, et il y a eu le président, et je pense que vous pouvez le confirmer, a répondu à toutes vos questions, sans aucune censure, on va dire. Il a répondu sur tous les sujets épineux du moment.
sans s'échapper ou sans mettre de limite à vos questions. Il n'y a eu aucune censure. Eh ben voilà. J'avais fait passer les thèmes parce qu'il est normal Oui, ça c'est des choses classiques, oui. J'avais thème sur lequel je voulais l'interroger. Il n'y a eu aucune censure. Je vous l'ai expliqué, il m'a même poussé à poser les questions très franchement. Voilà. Donc finalement, il vous a mis à l'aise. Monsieur Ayrault, est-ce que vous pensez que cette interview a changé la donne dans la bataille de l'opinion publique en France? Écoutez, je pense qu'elle a pu faire entendre un autre son. Et je pense qu'elle a été, comme elle a été reprise dans tous les médias pratiquement, l'AFP l'a aussi relayée, donc elle a eu une audience incroyable. Je pense que ça a permis aux gens d'avoir un autre son de cloche et de faire peut-être la part des choses entre ce qu'ils peuvent entendre sur certains médias mainstream et ce qui est la voix aussi de son président, enfin du président algérien par rapport à toutes ces questions. Très bien. Après, quand vous voyez 55 ans au service public, comme le président Tebboune et un Jordan Bardella qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais eu une fiche de paie dans sa vie, qui n'a jamais été un élu, qui n'a jamais été un préfet, qui n'a jamais... vous comprenez que la pédagogie de M. Tebboune a été nécessaire pour remettre, on va dire, la mosquée au milieu du douar, pour comparer à l'église au milieu du village. On ne va pas tourner autour du pot. Nous, on est dans une situation politique inédite en France. On se demande si on est encore dans la Ve République ou si on a rebasculé dans la Quatrième République. On a des gouvernements actuellement qui ont une durée de vie limitée. On a, parce qu'ils n'ont pas la majorité, ils n'ont pas l'assise parlementaire nécessaire. Donc oui, il y a le Rassemblement national qui soutient ces gouvernements comme la corde peut soutenir le pendu. Et donc, j'aime beaucoup votre métaphore. Ils ont une influence prépondérante sur la ligne politique et on a vu même certains débats ou certaines petites phrases chez des politistes centristes du centre qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre dans notre pays. La fameuse submersion migratoire. Gamal Abina, alors, lors de cette interview, le président de la République a également rappelé les revendications mémorielles d'Alger. Tout à fait. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été abordés dans l'interview qui étaient très intéressants d'ailleurs. Parce que d'abord, on constate qu'on a un homme qui réfléchit face à des hystériques, littéralement d'extrême droite. On constate qu'il y a un mépris aussi de certains éléments d'extrême droite. Il ne nomme pas Bardella, je l'ai noté dans l'interview. Le jeune homme. Le petit jeune, ouais, et c'est bien parce que c'est quelqu'un qui est peu habilité à pouvoir faire de la politique. En vérité, c'est juste un produit de marketing pour séduire. Il fait référence au passé d'extrême droite, Poujade et tous les mouvements qui ont constitué ce renouveau d'extrême droite. Et il rappelle effectivement plusieurs éléments. D'abord, qu'il garde le fil effectivement de communication ouvert. Mouawiya, comme on dit, ou simplement la communication du fil rouge, par exemple, qu'on a pu voir avec les Russes et les Américains. Ensuite et surtout, il rappelle une chose essentielle, c'est qu'il dresse un peu un tableau général. Donc la question mémorielle en fait partie, effectivement, à savoir qu'on ne revient pas là-dessus, qu'il faut absolument que l'histoire soit écrite pour tourner la page, chose que certains ne veulent pas, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très nobles. Ensuite, il fait référence au développement des relations internationales. L'Algérie a des relations équilibrées, contrairement à ce qui est dit. Il fait référence au développement de la puissance économique algérienne en devenir, pour laquelle il espère qu'en 2027, on aura un PIB de 400 milliards et donc une puissance émergente et réellement installée. Il fait référence à des relations apaisées entre les deux nations et c'est le premier magistrat, j'ai envie de dire, mais pas seulement, c'est le premier diplomate d'Algérie qui veut parler au premier diplomate de France, à savoir M. Macron. Il n'a pas envie de parler à un homme comme Retailleau, dont il ne prend pas les propos au sérieux, il a raison. Il n'a pas envie de parler à l'extrême droite et il a bien fait de distinguer d'ailleurs les courants d'extrême droite qui s'appuient sur des journaux qui sont privés, sur de la télévision privée, qui sont très limités en vérité, mais qui font beaucoup de bruit. Il fait référence à tout ce qui est public et qui se comporte de façon un peu plus équilibrée. Donc moi, je pense que la question qu'on peut poser aujourd'hui, on voit qu'il y a de l'intelligence, on voit qu'il y a de la culture, on voit que c'est un homme qui a fait l'ENA, c'est pas un militaire. On voit surtout que c'est un homme qui garde la main tendue face à un Macron dont il espère qu'il va se raviser, qu'il va reprendre un petit peu le taureau par les cornes. Et il fait référence d'ailleurs à des politiques très aguerris. On voit bien qu'il parle par exemple de M. de Villepin, qu'il parle de Ségolène Royal, qu'il parle de gens qui ont un discours diplomatique et intelligent et qui se projettent dans l'avenir. Donc je vous pose la question simplement, au terme de
cette interview qui était très enrichissante, qui était très attendue, et qui, d'ailleurs, vous dites que l'Algérie communique peu, mais en réalité, elle communique peu parce qu'elle ne répond pas aux loups, elle ne répond pas aux agresseurs, elle répond aux États, et elle a raison de le faire. Et de rappeler l'histoire, par exemple, sur la question du Maroc, il a évoqué quand même que c'est le Maroc qui, pour la première fois, avait agressé l'Algérie en 63, il faut s'en souvenir. Donc, est-ce que vous pensez effectivement que dans cette interview, on n'a pas l'habitude de voir un président être aussi peu avare de propos. Vous pensez qu'il a été honnête, effectivement, mais est-ce que vous pensez qu'il a finalement donné tous les éléments que vous pouviez attendre d'une interview honnête ? Écoutez, ça a même été au-delà, comme il y a eu aussi une partie off the record. Il m'a donné aussi des éclairages sur la vision algérienne par rapport à un certain nombre de développements internationaux que je ne développerai pas parce que c'était vraiment confidentiel, mais pour un journaliste comme moi, c'était un moment assez privilégié et ça permet d'avoir, vous savez, on aime bien voir les crises ou les évolutions mondiales, nous, à l'opinion, personnellement, sous différents prismes. Et le prisme algérien, vu l'expérience, vu la relation particulière qu'il peut y avoir avec certains pays du Sud, du Global Sud, comme on dit maintenant, et pour moi, c'était une perspective très enrichissante. Badis Renissa. Moi, j'avais un commentaire, une question, mais je vais me limiter à une seule question, hyper simple. Est-ce que vous considérez, vous, en tant qu'intervieweur justement du président de la République dans une interview exclusive, est-ce que vous pensez qu'il y a un hiatus, une dichotomie, une contradiction entre ce qui a été dit, ce qui a été apporté comme élément tangible, sans équivoque notamment par le président de la République, et ce qui a été interprété, ce qui est véhiculé, ce qui est commercialisé en France par des médias haineux? Je ne vous demande pas de vous mettre à l'encontre de vos confrères, mais objectivement parlant. Vous savez, c'est très simple. Le président de la République, sa parole était attendue. Il a parlé, il a donné son témoignage, il a fait tous les éclaircissements possibles par rapport à tous les sujets qui avaient été posés en France. Après, moi aussi, j'ai regardé la télévision cette semaine et j'ai bien vu que certains médias faisaient la part des choses, relayaient fidèlement les propos du président de la République et d'autres se servaient de cette interview pour refaire du buzz. Voilà, c'est la logique mondiale dans laquelle on est aussi. C'est pas qu'en France. J'ai beaucoup suivi la campagne américaine, beaucoup notamment en zappant de Fox News et de CNN. Pour tout vous dire, notre métier, qui est plus peut-être de commenter, d'analyser, de trouver des angles, de souligner, de plus en plus, j'ai l'impression, dans certains grands médias internationaux, ça devient de l'animation. Très bien, merci beaucoup Pascal Hérault. Merci d'avoir été avec nous ce soir. J'espère qu'on aura le plaisir de vous accueillir sur le plateau d'Hebdo Show très prochainement. Avec plaisir. Merci à vous. Merci, excellente soirée à vous, monsieur Hérault. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Deuxième partie d'Hebdo Show et on parle à présent de l'intensification de la coopération régionale. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a donc reçu le ministre des Affaires étrangères mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzoug, était porteur d'un message de son frère, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Badis Renissa. Tout à fait. Écoutez, cela, bien évidemment, entre dans le cadre de l'activité diplomatique très riche, notamment du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, mais surtout aussi l'enrichissement, la consolidation, la capitalisation aussi de relations dans la profondeur africaine notamment. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve ce jalon très important qui s'est produit au mois de décembre 2024, où il y a eu cette visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Mauritanie, qui était la première visite depuis 37 ans. La dernière a été en 87 de mémoire par Feu Chadli, effectivement. C'est dire effectivement qu'il y a des convergences énormes, notamment sur d'abord le Sahel, les pays limitrophes, notamment de règles de bon voisinage que le président affectionne beaucoup, mais surtout aussi pour se tourner vers l'avenir, pour élargir ses horizons notamment de perspectives de collaboration, de coopération, quelle qu'elle soit. Et je rappelle d'ailleurs à l'époque, lors de son déplacement, ils avaient inauguré cette route, notamment reliant les deux pays. Il y a cette route aussi de 700 km reliant Tindouf à Zouérat, effectivement. Et bien évidemment, s'inscrit aussi d'autres jalons, d'autres feuilles de route, notamment très, très ambitieuses, mais surtout à la hauteur, notamment de cette relation historique, cette relation amicale, mais surtout cette relation d'avenir entre les deux pays.
Faisal Mataoui, on est là face à une intensification des visites, un approfondissement de la coopération entre les deux nations. Absolument, parce que la Mauritanie est un pays frère, est un pays important aussi pour l'Algérie. Vous savez qu'il y aura une route qui va traverser la Mauritanie, Zouerat, et qui va permettre une ouverture pour l'Algérie, pour l'économie algérienne, y compris aussi l'économie mauritanienne, vers l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu beaucoup d'échanges, effectivement. Comme l'a souligné Badis, la visite du président Tebboune à la faveur d'une rencontre organisée par l'Union africaine à Nouakchott est très importante. Il y a eu aussi M. Razouani qui est venu au moins 2 fois en Algérie, le président mauritanien, en plus de plusieurs responsables de ce pays. Il y a une volonté des 2 chefs d'État et des 2 capitales d'intensifier les relations économiques et commerciales, parce que la Mauritanie a une ouverture sur l'Atlantique. Ça peut être aussi un débouché pour les produits algériens à destination de l'Amérique du Sud ou l'Afrique de l'Ouest. Et également, c'est très important de consolider cette relation dans un environnement anxiogène. La région du Sahel, vous savez, est traversée par des conflits, par une volonté de déstabiliser la région par les forces extra-africaines, etc. Il y a aussi un renforcement de la relation au niveau de sécuritaire entre les 2 pays, mais également au niveau militaire et aussi universitaire, parce que le président Abdelmadjid Tebboune à Nouakchott a parlé de la disponibilité de l'Algérie d'accueillir des étudiants de Mauritanie. D'ailleurs, historiquement, les universités algériennes ont formé beaucoup d'étudiants de ce pays, au-delà, bien sûr, de la nécessité aussi de renforcer la relation culturelle avec ce pays, comme le fait déjà l'Algérie avec des pays voisins comme la Tunisie, la Libye et le Niger. Oui, Mehdi. Écoutez, l'Algérie, en plus de devenir un hub touristique, avec ses plus de 20 millions de passagers par an qui transitent par nos aéroports nationaux, l'Algérie, messieurs, dames, devient un hub diplomatique. Pas une semaine ne passe sans que nous recevons des dirigeants du monde entier. Pas une semaine ne passe sans qu'un président, un ministre, un secrétaire d'État, un secrétaire général passe à Alger rendre visite au président algérien Abdelmadjid Tebboune. Ça prouve la renaissance de la diplomatie algérienne. C'est l'exacte définition de l'importance diplomatique de l'Algérie en 2024, 2023, 2022 et maintenant en 2025. C'est tout, c'est une sorte de reconnaissance internationale de la place qu'a l'Algérie en Afrique, dans le monde arabe et sur l'international. Et sur l'international, justement, Mehdi, on en arrive à cette autre activité de la semaine. Le président Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel téléphonique de son homologue tchèque, Petr Pavel. Gamal Abina, il a été question des moyens de relancer la coopération bilatérale et des développements régionaux et internationaux. Oui, ça a été dit à l'instant, le rapport entre l'Algérie, enfin le retour de l'Algérie sur la scène africaine est évident aujourd'hui. Pour ceux qui doutaient d'une relation propre entre l'Algérie et la Mauritanie, ils en sont pour leurs frais finalement. Absolument, oui. Ça fonctionne parfaitement. C'est une belle réponse, exactement. Tout à fait. Et surtout, ça rappelle une chose, c'est que cette fameuse UMA, Union du Maghreb arabe, qui a disparu, est en train de se reconstituer indépendamment de la question malheureusement du Maroc. Mais pour la relation avec l'Europe, c'est intéressant parce qu'on parle de l'Europe centrale cette fois-ci. Il y a une relation très très soutenue entre l'Algérie et puis les pays d'Europe centrale. L'Europe centrale historique, je veux dire, je parle de l'Axe, l'Italie évidemment, l'Allemagne, l'Autriche, maintenant les pays la Tchéquie, la Slovaquie et les pays de l'Est qu'on sait déjà être très importants. Donc c'est vrai que ce redéploiement au niveau des relations internationales est surtout intéressant pour l'Algérie, pour les questions sécuritaires qu'on connaît déjà, pour les questions migratoires, on en parle aussi beaucoup, mais pour les questions économiques, à savoir que l'Algérie, ça a été annoncé d'ailleurs en interview du président, veut se redéployer économiquement et créer des liens. Donc on passe d'abord, c'est les VRP finalement les présidents, par des liens d'abord de discussion directe, donc des liens qui sont plutôt un peu formel, mais plutôt de type diplomatique. Et dans la diplomatie, il y a une diplomatie de l'économie, effectivement, proactive. Donc cette question est portée. Jacques Chirac le faisait très bien, on disait que c'était le meilleur VRP de France. Ah oui. Eh bien, cette question-là, aujourd'hui, est portée par l'Algérie parce que, contrairement aux années, malheureusement, aux années de Bouteflika, qui avait tourné le dos à l'Afrique, il ne faut pas se raconter l'histoire, là, non seulement on ne tourne pas le dos à l'Afrique, mais on lui ouvre effectivement des portes, et on ouvre des belles portes avec la transsaharienne, avec tout un tas d'autoroutes qui sont mises en place, mais surtout on ouvre aussi les relations avec le reste de l'Europe au sens élargi du terme, qu'elle soit centrale, orientale ou occidentale. Donc tous ces éléments-là sont très positifs et ça va dans le sens de la construction d'une nation moderne qui parle à tout le monde. Très bien. Mehdi Rezar, l'Algérie aujourd'hui est un acteur majeur dans la politique de l'énergie, notamment dans le contexte actuel que vit l'Europe.
Écoutez, du fait de ses richesses pétrolières, gazières et minières, l'Algérie a le leadership justement sur le bassin méditerranéen, sur l'Afrique et sur l'Europe par rapport à son réservoir, on va dire. Donc oui, c'est un atout incontestable, incontesté, mais cet atout, on l'avait aussi il y a 15 ans et on n'a pas su l'exploiter, on n'a pas su Il y a aussi le conflit ukrainien qui a favorisé effectivement. Voilà, mais on n'a pas su. On l'avait cet atout également il y a plusieurs années, mais c'est pas pour autant que l'Algérie avait cette place prépondérante sur l'échiquier international, diplomatique, économique. Les ambitions n'étaient pas les mêmes à Les l'époque. ambitions n'étaient pas les mêmes, les objectifs n'étaient pas les mêmes, et malheureusement l'orientation n'était pas la bonne. C'est une certitude. Maintenant, cette arme entre guillemets qui est notre puissance énergétique, eh ben, on l'utilise à bon escient. Pour trouver avec nos partenaires, nos amis et comme le dit si bien le président, nos frères, des solutions à résoudre des problèmes pour eux et justement à ce que nous puissions travailler de bonne entente avec tout le monde. Donc oui, c'est un poids supplémentaire, on va dire, pour négocier, mais c'est surtout une facilité, une grande facilité pour l'Algérie de reprendre la place qui doit être la sienne. Voilà. Autre activité également à retenir, messieurs, donc cette semaine, c'est la commémoration du 67e anniversaire des massacres de Sariyat Sidi Youssef. Le Premier ministre Nader El-Arbaoui s'est rendu sur place. Faisal Matawi, 67 ans après, c'est encore important aujourd'hui, plus que jamais, de rappeler ce crime colonial. Absolument, c'est un crime de guerre, parce que l'aviation coloniale française avait bombardé à 3 reprises Sariyat Sidi Youssef. C'est un village qui est situé à une quarantaine de kilomètres de Sogaras, aux frontières avec de l'Est. Et donc, c'était en octobre 1957, en janvier 1958. Et le 8 février 1958, l'aviation française a envoyé 25 bombardiers, chasseurs-bombardiers, pour bombarder la population civile, parce qu'on a bombardé exactement comme l'a fait l'armée sioniste à Gaza. Et l'argument qui a été avancé à l'époque, c'était on a bombardé des dépôts de munitions et d'armement. Oui, absolument, c'était bien sûr un grand mensonge, propagande de guerre. Il y a eu une centaine de morts, notamment des enfants, et on voit M. El-Arbaoui, le Premier ministre, visiter Sariyat Sidi Youssef, parce que le sang des deux peuples s'est mélangé dans ce massacre, dans ce crime de guerre, qui n'a jamais été reconnu, bien sûr, à ce jour par l'armée, par la France. Ce crime, donc, parmi tant d'autres, il n'est pas le seul. Je pense que cette célébration est importante, parce qu'il faut rappeler aussi à la France, maintenant que l'extrême droite nie ces crimes coloniaux, que certains parlent des bienfaits de la colonisation, parce qu'ils ont remis à l'ordre du jour cette question. Il n'y a eu jamais de bienfaits de colonisation en Algérie. C'est bien de rappeler ces crimes et de demander aussi, pourquoi pas, de demander des poursuites, parce que pour certains historiens, il s'agit d'un crime de guerre. D'autres pensent que c'est un crime contre l'humanité parce qu'on a bombardé des civils désarmés par des avions. Et ce rappel, je pense, il est toujours nécessaire aujourd'hui. Alors on rappelle également qu'à l'époque, ça avait donc ciblé un camp humanitaire des civils, donc ça rappelle un petit peu ce qui se passe à Rafah. C'est exactement, c'est la même chose. On a même bombardé des véhicules de la Croix-Rouge. Voilà, d'ailleurs, il y a des images, notamment Pierre Clément avait filmé à l'époque, tout de suite après le bombardement. On voit des véhicules de la Croix-Rouge qui étaient normalement dans le droit de la guerre, de guerre interdit cela. Et il y a eu cela. Donc les colonialismes, de toute façon, ils se ressemblent. Voilà. Dans le mensonge et dans la propagande et également dans leurs crimes. Badis Renissa, ce crime de guerre, appelons les choses telles qu'elles sont, avait provoqué à l'époque un tollé international et avait propulsé la cause algérienne au premier rang. Absolument. Au-delà d'une tragédie bien évidemment humaine grave, qui d'ailleurs marque l'atrocité aveugle, notamment de ce projet colonial de la France, mais surtout aussi, moi je le qualifie d'ailleurs d'un assassinat prémédité, donc c'est un génocide dans lequel on a volontairement suivi en fait la population, dans un marché y compris, pour les bombarder. Mais au-delà de cela, c'est aussi, je le qualifierais, au-delà que ce soit une tare aussi dans l'histoire coloniale, c'est aussi un épisode géopolitique. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que s'en est suivi, 2 mois après, ce recours de la Tunisie notamment au sein de l'ONU, et d'ailleurs qui a, je dirais, profité d'un soutien indéfectible, notamment de Murphy, Robert Murphy, donc, qui lui, à son tour, chef de mission de l'époque, justement, dépêché par le Conseil de sécurité, a soulevé l'importance, justement, de soutenir à son tour vis-à-vis de Eisenhower. Donc, les États-Unis ont exercé une pression énorme, phénoménale sur la France, et
Et d'ailleurs, on dit que par la suite, c'est ce qui a permis aussi, avec cette pression, que le Conseil de sécurité et que l'ONU reconnaissent le GPRA par la suite. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, c'est un épisode géopolitique. Et j'irai plus loin, c'est un virage aussi politique au sein même de la France. Oui. Puisque Félix Gaillard, à l'époque, à la tête du gouvernement, a été renversé par l'Assemblée nationale française. Et d'ailleurs, les partisans, notamment de l'Algérie française, avaient qualifié ça d'un nouveau Munich. Donc, pour qualifier cet échec, notamment en matière de négociation. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, le sang qui a coulé ce jour-là est un sang sacré qui a permis significativement de faire avancer en tout cas l'internationalisation de la révolution algérienne et de sa quête à l'indépendance. Bien évidemment, on peut revenir dans la chronologie un peu plus tôt, Bandung, Conseil de sécurité, où justement l'Algérie pour la première fois a été inscrite à l'agenda, et puis aussi s'en est suivi, ne serait-ce qu'un discours beaucoup plus frontal, notamment du Conseil de sécurité vis-à-vis de la France, d'ailleurs, qui avait rappelé l'importance des pays à respecter justement les peuples de disposer d'eux-mêmes. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, cela a changé la donne d'une manière irréversible. Alors, Mahdi, cet épisode donc, de Sarriat Sidi Youssef scelle la coopération stratégique et historique entre les peuples algériens et tunisiens. On rappelle la Tunisie qui a de tout temps donc, soutenu la guerre de libération nationale. La Tunisie et l'Algérie ne font qu'un. Moi, j'aime bien cette expression parce que la Tunisie les Tunisiens sont les frères de sang et les frères perpétuels des Algériens, et l'Algérie ne renoncera jamais à l'intégrité et à la souveraineté de la Tunisie. On a toujours été à côté d'eux comme ils ont toujours été à côté de nous. Et cette réciprocité fraternelle ne fait qu'engendrer encore beaucoup plus de solidité des relations bilatérales. Le président algérien a répété à plusieurs reprises que son homologue tunisien était son frère avant d'être son homologue politique. Il l'a toujours répété à qui veut l'entendre. Donc cette fraternité, cet amour, on va dire, entre deux peuples frères, continuera à perdurer. Moi, je pense, et ça n'engage bien évidemment que moi, c'est que la Tunisie a toujours été aux côtés de l'Algérie quand l'Algérie en avait besoin, et que l'Algérie sera toujours aux côtés de la Tunisie quand la Tunisie en aura besoin. C'est ça une véritable relation fraternelle. Très bien. On retient également cette semaine la visite officielle en Inde du général d'armée Saïd Shenghreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Faisal. Absolument. Mahdi parlait tout à l'heure de l'Algérie devenue un hub diplomatique, ce qui est vrai. Et Gamal parlait de la diplomatie économique, il y a aussi la diplomatie militaire. Et cette visite du général d'armée Saïd Shenghreha, chef d'état-major, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale en Inde, est très importante. Pourquoi ? Parce que l'Inde, l'armée indienne est considérée comme la première armée du monde du point de vue des soldats. Elle a même dépassé l'armée chinoise, presque de 2,6 millions de soldats. C'est une armée qui est très puissante sur le plan maritime, parce qu'il y a eu un grand centre qui contrôle tout le sud de l'Inde. Et vous savez que l'océan Indien, c'est 80% des chemins de commerce qui passent par l'océan Indien. Et donc la marine indienne est parmi les plus puissantes. Et d'ailleurs, le général d'armée Saïd Shenghreha a visité une base importante, un chantier naval, qui est celui de Goa, et qui fabrique donc c'est un grand constructeur naval qui fabrique des embarcations très sophistiquées dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que le général d'armée Saïd Shenghreha a rappelé les rapports historiques entre l'Inde et l'Algérie. L'Inde a été parmi les premiers pays à reconnaître le combat des Algériens contre la colonisation française, et l'Algérie aussi a soutenu l'Inde à un moment donné. Donc cette diplomatie militaire est très importante, parce que le général d'armée Saïd Shenghreha s'est rendu aussi en Chine, qui est aussi une puissance militaire mondiale. Il s'est rendu aussi dans certains pays arabes comme le Koweït. Cette diplomatie militaire, elle complète et elle soutient, elle vient en appui à la diplomatie politique qui est importante. Et ça, le renforcement des relations donc avec des pays comme l'Inde ou la Chine, des pays considérés aujourd'hui comme puissance, parce que pour certains spécialistes, l'Inde, c'est la 5e puissance mondiale du point de vue du PIB. Donc ça va dans le sens de cette politique voulue par le président Abdelmadjid Tebboune et l'État algérien pour la consolidation des relations avec plusieurs partenaires. Gamal parlait tout à l'heure de l'Europe centrale, parce que vous avez remarqué que la diplomatie algérienne se déploie aussi vers des pays comme la Slovénie ou la Tchéquie pour consolider les relations, en plus bien sûr du déploiement vers l'Amérique du Sud.
Rappelez également que Saïd Chenghas s'est également rendu en Égypte et au Brésil. Absolument, Faisal absolument. Matawi. Oui, absolument. Oui, Mahdi. Écoutez, cette visite de coopération militaire entre deux grandes puissances fait suite à la visite d'État de la présidente indienne, Mme Draupadi, en date du 13 octobre 2024, une visite d'État de 3 jours. Le chef d'état-major est parti pour confirmer l'excellente relation entre les deux États. Il faut préciser que l'Inde est la 4e puissance mondiale militaire. 4e puissance derrière les États-Unis, la Russie et la Chine. Pour le budget, hein. Pour le budget. Voilà, exactement. 50 milliards de dollars. Exactement. Puissance en plus, technologique et industrielle. exactement. Il faut aussi également préciser que le chef d'état-major a visité en 2023 la Chine et la Russie. Oui. Et qu'en 2024, il a fait l'Arabie Saoudite, puissance régionale très importante et lutte antiterroriste très importante en Arabie Saoudite. Il a fait le Qatar, le Rwanda, la Mauritanie et l'Italie. Oui. Donc oui, la diplomatie militaire marche également. C'est dans l'essor actuel du développement de la diplomatie, qu'elle soit par rapport au ministre des Affaires étrangères et par rapport à notre chef d'état-major. Et ça ne fait qu'engendrer justement la nouvelle puissance sur tous les fronts qu'est la nouvelle Algérie. Badis Khnissa, oui. Je prends. Non, mais quelques chiffres. Les chiffres sont têtus, encore une fois. L'Algérie, 25e puissance militaire au monde. D'ailleurs, elle a gagné une position, 26e l'année dernière. Deuxième en Afrique. Deuxième en Afrique. J'y viens, justement. Deuxième en Afrique, troisième dans le monde arabe. Tout cela, bien évidemment, est grâce, effectivement, à ce qu'on disait tout à l'heure, à la diplomatie militaire. Mais moi, si vous me permettez, j'irai un peu plus loin, d'une manière un peu plus intrinsèque dans ce que c'est la diplomatie militaire aujourd'hui, orientée en tout cas, mise en place par le chef d'état-major et par aussi le ministre de la Défense, le président de la République, Abdelmajid Tebboune. C'est aussi de... vous savez, Clausewitz, le maréchal prusse, disait que la guerre est un caméléon. Bon, aujourd'hui, il s'avère que nous la vivons. C'est une guerre hybride, c'est une guerre écosystémique, c'est une guerre biologique, c'est une guerre de fake news, de désinformation, c'est une guerre technologique aussi, cybernétique et autres. 4e, 5e génération et j'en passe. Donc je pense que l'Algérie, de ce point de vue-là, en tout cas, a su se mettre au diapason, notamment avec ces échanges, puisque rien ne se fait avec la coopération et les alliances stratégiques. L'Inde en fait partie, comme d'ailleurs Mehdi Guezar a énuméré les maintes visites, notamment entreprises. Encore une fois, je reviens sur la stratégie militaire elle-même des états-majors, notamment à l'échelle des États. C'est quoi? C'est deux axes principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle le game changer. Oui. C'est quoi? C'est trouver effectivement cet outil, cette arme, cette technologie qui pourra changer la donne, notamment face à l'adversaire. Il fut un temps en 2022, par exemple, les drones ont été pris comme un game changer. Il s'avère qu'aujourd'hui, les deux États utilisent les drones. Et ensuite, vous avez cette devise, notamment, qui s'appelle « pour ce soir ou pour demain ». C'est-à-dire que la préparation de l'armée d'un État pour qu'elle puisse faire face à toute éventualité. Et là, on aborde 3 points aussi fondamentaux pour moi, de mon point de vue, c'est qui sont l'innovation, la préparation et la polyvalence notamment. Et c'est ce qui fait la force de l'Algérie aujourd'hui. Combinons notamment, et d'ailleurs c'était jusqu'à maintenant dans les manuels militaires, c'était dans une dialectique binaire, on va dire, où on opposait la masse, quand je dis masse, c'est la masse humaine, c'est-à-dire les soldats, et la masse industrielle versus ce qu'on appelait aussi la technologie elle-même. Oui. Donc aujourd'hui, dans notre approche, dans notre prisme d'action, le plan d'action notamment de notre valeureuse armée, c'est effectivement la combinaison de ces deux facteurs notamment pour faire des bonnes idées, des capacités militaires. Badis Khnissa, mais la diplomatie, selon vous, elle passe aujourd'hui par la coopération militaire. Elle est indispensable, la coopération militaire, aujourd'hui. Écoutez, dans un monde multipolaire et multilatéraliste, il me paraît évident aujourd'hui, l'Algérie vit avec ce monde. Elle ne vit pas contre ce monde. L'Algérie tend en tant que garant d'ailleurs de paix, vecteur et curseur de stabilité, elle gagnerait, et c'est ce qu'elle fait depuis des décennies, à avoir ces coopérations stratégiques dans un cadre bien évidemment d'intérêts communs, à savoir comment pérenniser un monde plus stable, un monde plus en paix, mais surtout aussi comment faire face demain aux défis futurs, aux guerres futures.
Pérenniser un monde plus stable, justement, vous le disiez, donc Badis Khnissa. Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, est à Damas, en Syrie, pour une visite officielle. Une visite qui vise également donc à réaffirmer la solidarité et le soutien de l'Algérie à la Syrie dans cette période délicate de son histoire contemporaine. On l'écoute. Je viens en tant qu'envoyé spécial du président de la République, chargé de 3 missions. La première est de vous informer de la part du président Abdelmadjid Tebboune que l'Algérie est aux côtés de nos frères en Syrie dans cette étape critique et décisive de leur histoire, prête à leur prêter main forte dans n'importe quel secteur qu'ils jugent utile. La deuxième mission concerne le fait que l'Algérie soit membre non permanent du Conseil de sécurité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune m'a chargé de témoigner avec insistance que l'Algérie, en tant que seul pays arabe membre du Conseil de sécurité, est à la disposition des aspirations de la Syrie afin de réussir cette période transitoire et de parachever également la reconstruction des entreprises ainsi que la reconstruction constitutionnelle et juridique de la Syrie. Troisièmement, la coordination bilatérale en ce qui concerne les prochains rendez-vous arabes. Nous avons d'ailleurs discuté des sommets arabes qui sont en cours de préparation. Voilà, c'était donc Ahmed Attaf en Syrie. Il est actuellement donc au Liban. Faisal Matawi, il a été reçu par le président libanais. Absolument, parce que l'Algérie a apporté son soutien au Liban, même dans les moments les plus difficiles, lorsque le Liban cherchait encore d'avoir un président, cherchait encore et qui subissait l'agression donc de l'entité sioniste. Le Liban se dote d'un gouvernement et donc parce que le Liban, il y a un grand chantier dans ce pays, économique notamment, il y a beaucoup de problèmes sociaux, etc. Et l'Algérie a toujours dit qu'elle appuyait ce pays, comme M. Attaf aussi l'a expliqué à Damas. Il y a de bonnes relations avec l'État syrien. Et M. Attaf a déjà rappelé que l'Algérie allait traiter avec les États, pas avec les gouvernements. Et donc, il est parti à Damas, reçu par le président de transition, M. Mohamed Chara, pour dire que l'Algérie est là pour apporter sa contribution économique et politique, et même sociale, pour aider le peuple syrien à consolider son unité et également à apporter le soutien au peuple libanais. Badis Khnissa, quelle est l'importance de cette visite à Damas ? C'est très important parce qu'elle s'inscrit aussi dans une démarche, je dirais, logique, notamment de l'Algérie, à œuvrer et accompagner notamment les initiatives qui maintiennent la paix, des initiatives aussi qui mettent sur pied les États frères et les États amis. Je rappelle, à titre d'exemple, que l'Algérie a beaucoup œuvré pour le retour de la Syrie en Ligue arabe. Lors du sommet du 1er novembre, justement à Alger, qui s'est tenu à Alger. Donc 2022. Absolument, ce qui aussi augure effectivement que l'Algérie est en phase aussi avec sa croyance, avec ses engagements notamment, et c'est pourquoi il est tout à fait normal aujourd'hui, à ce stade très avancé, en tout cas très avancé en matière de pause justement de cette nouvelle configuration de la Syrie, avec un président effectivement de la transition pour permettre effectivement d'apporter la valeur ajoutée, l'expertise et l'expérience de l'Algérie, que ce soit au niveau de la Syrie, mais aussi au niveau du Liban. Et tout ça pour dire, et je conclurai là-dessus, c'est aussi des pays qui sont dans une région quand même qui est en proie de déstabilisation notamment, et c'est pourquoi leur stabilité, leur paix et surtout leurs institutions demain vont debout permettront effectivement d'avoir un monde arabe beaucoup plus fort, beaucoup plus serein et beaucoup plus à même à porter les défis notamment de l'espace arabe. Et pour un monde arabe, justement, Gamal Abina, pour un monde arabe plus stable, plus serein, est-ce qu'il doit y avoir justement une coopération dans ce monde arabe ? Bah là encore, moi j'ai ri, parce que je ris même pas sous le cap, je ris officiellement parce qu'on avait dit que l'Algérie était la prochaine sur la cible, soi-disant d'une cible qui aurait été prédéfinie. Et finalement, non seulement ce n'est pas le cas, mais en plus, les Algériens vont voir les Syriens parce qu'ils parlent effectivement aux États, au peuple, ils prennent acte d'un changement de pouvoir. Et il n'y a pas un dogme par rapport à ça. Celui qui dirige doit bien diriger sa nation. L'Algérie est prête à coopérer, c'est très bien. Donc je pense que là, c'était vraiment un pied de nez à tous ceux qui rêvaient d'un scénario à la libyenne, en espérant qu'il y ait un effet de contamination. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. L'Algérie n'est pas la Syrie. La Syrie a d'autres problématiques, surtout économiques aujourd'hui malheureusement, et politiques, on le sait à ses frontières. Surtout qu'il y a des bonnes relations avec la Syrie, contrairement à ce qui a été dit et rapporté par la propagande anti-algérienne. Merci, très bien. Merci, messieurs. Constante anti-algérienne, Absolument. sur tout et n'importe quoi. Merci, messieurs. On revient dans quelques instants.
Bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre, on s'attaque à présent au débat de la soirée. On s'intéresse toujours à cet acharnement des médias français vis-à-vis de l'Algérie. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en a d'ailleurs parlé lors de l'interview qu'il a accordée au journal L'Opinion. Mahdi Abdelmadjid Tebboune a parlé d'analphabétisme des médias Bolloré pour diaboliser l'Algérie. Joli jeu de mots. Joli jeu de mots. Comme à son habitude, le président a toujours le bon mot, la bonne phrase pour qualifier ces personnes. Moi, je vous le dis du fond du cœur, la surenchère anti-algérienne, ça suffit. Trop, c'est trop, basta, il y en a marre. À un moment, les gens doivent prendre conscience de ce qui se passe en février 2025 dans un pays comme la France. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va continuer, cet abattage médiatique, ce fusil qui est braqué constamment sur tout ce qui vient d'Algérie. Tout ce qui a un rapport de loin ou de près avec l'Algérie, ben, il faut l'abattre. Il y a des médias, il y a un groupe, il y a des médias qui sont téléguidés, qui sont orchestrés pour dénigrer du matin au soir sur tous leurs plateaux, tous leurs chroniqueurs, quels qu'ils soient, sur des journaux qui leur appartiennent, l'Algérie. L'Algérie a toutes les sauces. À toutes les sauces. S'il y a un Martien qui fait une connerie, c'est un Algérien. S'il y a une voiture qui tombe en panne, c'est à cause d'un Algérien. S'il y a quelqu'un qui fait une bagarre, c'est un Algérien. Tout doit avoir un rapport, quand c'est du négatif, avec l'Algérie de près ou de loin. Donc à un moment, il faut savoir tirer la sonnette d'alarme. Moi, je suis persuadé d'une chose. C'est que le peuple français n'est pas un peuple raciste. Et le président l'a dit. Et l'a redit. Il y a une partie de l'extrême droite, il y a une partie des nostalgiques de l'Algérie française, il y a une partie où, malheureusement, ils pensent que l'Algérie est encore un département français qui souhaitent abattre tout ce qui est algérien. Et c'est pesant, c'est fatigant, c'est épuisant. Mais, malheureusement, il n'y a pas cette condamnation des personnes qui ne sont pas racistes. Et moi, c'est ça qui m'embête. C'est que tu as une grosse communauté de, entre guillemets, fachos qui tombent dessus, qui se font entendre, mais la plus grosse communauté qui, pour moi, n'est pas du tout de ce monde-là, qui n'est pas, encore une fois, raciste, eux, tu les entends pas. Tu les entends pas défendre l'Algérie. Et moi, c'est ça qui me pose problème. Et c'est ça, moi, qui, en quelque sorte, m'énerve plus que le reste. Parce que quand tu entends, en plus, leurs conneries... Excusez-moi de m'exprimer ainsi, leurs bêtises, je suis désolé pour les téléspectatrices et les téléspectateurs, mais c'est des propos qui sont idiots les uns plus que les autres. Tu passes de 45 millions d'euros de dette hospitalière et tu as le ministre de la Santé qui te dit non mais arrêtez de raconter des conneries, il y a 2 millions et les 2 millions on est en train de négocier. Tu parles il y a 50 000 personnes qui sont en prison, dont 35 000 qui sont algériens. T'as le ministre de la Justice qui te dit non, arrêtez de dire des conneries. Il y a arrêtez de dire des bêtises. Il y a tout qui est amplifié. Et après, t'as pour moi les starlets de la politique, comme Sarah Knafo, Éric Zemmour qui, alors excusez-moi, je vais le dire, qui dit connerie sur connerie, lui qui dit pas de bêtises sur bêtises, lui qui dit connerie sur connerie, qui n'arrête pas de mentir et qui sont là pour taper sur l'Algérie. Pourquoi? Parce que c'est vendeur. Parce que ça fait réagir. Vous évoquez Éric Zemmour, on l'écoute. Bonne transition. Donc, en Algérie, vous savez, je pense que les Algériens pourraient nous être reconnaissants. Nous avons trouvé un pays qui était un cloaque. Être reconnaissant? Oui, reconnaissant. C'est quoi? C'est le couplet de la colonisation positive pour mais mon cher Benjamin Duhamel, ne prenez pas avec ironie. Je sais que dans votre génération, on vous apprend que ce qu'il y a de mal pour la France, mais moi je vais vous dire quelque chose. Zemmour, on peut écouter Benjamin Stora, des historiens, et s'interroger sur l'idée que... Benjamin Stora est l'historien du FLN, donc c'est pas la même chose. D'accord. Donc vous défendez ce soir l'apport positif de la colonisation, c'est ça? Mais absolument, mon cher Benjamin Duhamel. Et en Algérie, je peux vous dire, parce que moi, mes ancêtres y vivaient depuis 1000 ans, que ce pays était un pays, c'était un cloaque, que la colonisation turc n'avait absolument rien fait, qu'il y avait le choléra, le typhus, que les terres n'étaient pas cultivées, que c'était une catastrophe. C'est la France qui a soigné tout ça. C'est la France qui a éradiqué les épidémies. C'est la France qui a construit des routes. C'est la France qui a construit des villes. Vous allez à Alger, vous allez à Constantine, regardez les immeubles. Vous verrez. Et donc, ça justifie aujourd'hui de considérer que, au fond, cette histoire coloniale, elle n'existe pas.
Ah, je n'ai jamais dit qu'elle n'existait pas. Mais qu'en tout cas, il n'y a pas... En tout cas, que nous avons dans la façon de tenter de raccommoder les liens avec l'Algérie, il n'y a pas de fait des choses que la France a à se faire pardonner. Absolument. Nous n'avons rien à nous faire pardonner. Rien du tout. Rien du tout. La torture au moment de la guerre d'Algérie. Mais mon cher, vous oubliez que ces gens-là faisaient sauter des bombes dans les cinémas et tuer les femmes et les enfants. Et donc, il fallait bien trouver des moyens d'arrêter. D'ailleurs, nous avons arrêté. Et la France a gagné cette guerre d'Algérie. Faisal Mataoui, c'est clairement une apologie du colonialisme. Oui, absolument. C'est Éric Zemmour, et ce qu'il dit est nauséabond. En plus, il est très nostalgique de l'Algérie française. Oui, parce que lui, c'est ce qu'il pense qu'il y a eu des bienfaits de la colonisation. La France, contrairement à ce que dit Zemmour, on lui donne 45 minutes sur cette chaîne, et il revient alors qu'il ne représente rien du tout. Les dernières élections présidentielles ont montré que cet homme et ceux qui le soutiennent sont une ultra-minorité qui ne représente pas du tout le peuple français. Ben, ce qu'il dit, c'est des mensonges. Si, M. Zemmour, contrairement à ce que vous dites, la France doit pardonner ses crimes, doit reconnaître ses crimes, parce que peut-être qu'il faut lui rappeler parfois les crimes. On parlait tout à l'heure du cercle de Sidi Youssef, il y a une centaine de morts, des cibles bombardées par de l'aviation, il y a eu les explosions nucléaires dans le sud algérien, bientôt l'Algérie, il y aura un colloque le 13 février à Alger pour rappeler ces crimes, parce qu'il s'agit des crimes contre les êtres humains, contre la nature. À ce jour, les sites n'ont pas été nettoyés. Il y a eu aussi des enfumades dans la Dahra, il y a eu des massacres au début de la colonisation dans plusieurs régions du pays, des pillages, des vols, etc. Donc c'est ça ce qu'a laissé la France en Algérie. De 1, quand la France est venue, elle a trouvé des palais, elle a trouvé des jardins, elle a trouvé des maisons, elle a trouvé des costumes, elle a trouvé des traditions culinaires. C'est une nation qui était là, présente depuis très très longtemps. D'ailleurs, la France envoyait des consuls au XVIe siècle. Donc d'ailleurs, tout ce qu'a dit Éric Zemmour, Ségolène Royal disait totalement le contraire la dernière fois, exactement. Absolument. Il dit qu'ils ont trouvé un cloaque. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Mais on sait que l'extrême droite a l'habitude du mensonge lorsqu'il parle de l'Algérie, etc. C'est des fake news. Ils sont là à répéter la même chose. Et vous avez remarqué que ce discours nauséabond et puant de Zemmour est venu après l'interview du président Tebboune, qui pourtant a bien précisé qu'il n'y a pas de rente mémorielle, que l'Algérie, oui, va continuer à réclamer la reconnaissance des crimes coloniaux, parce que la France a complexé l'Allemagne par rapport au passé nazi, etc., et qu'elle continue de réclamer aussi des indemnités, etc., comme l'Allemagne indemnise à ce jour l'entité sioniste, etc. Et quand les Algériens réclament cela, non, vous n'avez pas à pardonner ça. Et vous avez remarqué, les téléspectateurs ont remarqué comment ce criminel de Zemmour, parce qu'on peut le dire, on peut le qualifier ainsi, comment il a justifié la torture. La torture qui est considérée comme un crime de guerre qui a été pratiqué massivement, entre autres, par Jean-Marie Le Pen, qui est un homme d'extrême droite, et qui inspire Éric Zemmour. Et il n'y a pas que lui, parce qu'il y a d'autres hommes et femmes de l'extrême droite qui relancent les attaques contre l'Algérie. Mahdi a raison, parce que malgré les explications données par le président Tebboune, etc., par rapport aux relations avec la France, etc., les plateaux qui appartiennent à Bolloré, Vincent Bolloré, qui est un homme qui a fait ses richesses avec les pillages en Afrique, parce qu'il gérait des ports, il gérait beaucoup de choses, et qui, avec ses médias maintenant, est en train de mener une guerre contre un seul pays. Il y a l'Algérie, depuis des semaines, ces médias, ces news notamment, etc., ne parlent que de l'Algérie. Il n'y a pas d'autres pays, il n'y a pas d'autres préoccupations, il n'y a pas d'autres problèmes en France à part l'Algérie. Kamel Abena, on a l'impression que c'est un peu un concours finalement. C'est à celui qui dira les plus grosses analphabétises sur l'Algérie. L'alphabet, ça va bien, analphabétise. À la limite, c'est même gentil bêtise, parce qu'une bêtise, c'est pas fait exprès. Là, il y a une intention. Moi, j'ai envie de taper très fort sur ce demeuré de Zemmour, qui n'a absolument pas d'intelligence, qui est très limité. On va commencer par le passer rapidement. 80% des gens en prison sont d'origine maghrébine. Bon, on donne des chiffres, c'est totalement faux. C'est dans des prisons à proximité des banlieues qu'il y en a le maximum. Mais quand vous éloignez de la banlieue, c'est quasiment que les Européens. Ce genre de bêtises. Après, l'Algérie était inventée par la France. Oui, M. Zemmour ne sait pas qu'il a été inventé par l'Algérie. Quand un mot commence par AL, s'il avait un peu d'intelligence, il saurait que ça vient de l'arabe. Algérie qui vient de Jazira, qui vient de l'espagnol, qui a repris le mot arabe des îles en arabe, Jazira. Et donc, il ne sait pas qu'alcool, ça vient de l'arabe, il ne sait pas qu'Al-Kouf, ça vient de l'arabe, il ne sait pas qu'Algèbre, ça vient parce qu'il n'a pas de culture. Parce que son père parlait l'arabe, ça je l'ai su par un ami, son père était encore algérien dans sa tête, mais lui ne parle pas l'arabe, c'est un ignorant. Donc un ignorant, quand il va vous parler de l'histoire et qu'il veut dire les bienfaits, il ose parler des cinémas dans lesquels il y avait des bombes. Il y a eu un cinéma,
Il ne parle pas des 600 personnes qu'on tuait par semaine pendant 7 ans et demi. Ça, c'est pas grave. C'est un arabe qu'on peut tuer, ça n'a pas de valeur. On le voit en Palestine aujourd'hui. Il justifie la torture. Il justifie la barbarie de la torture qu'il n'aurait pas justifié du temps de la collaboration nazie. D'ailleurs, il aime bien Pétain. Pour lui, c'est un héros, Pétain. C'est dire à quel point c'est un ignorant. Il a expliqué, par exemple, que les Juifs français n'ont pas été maltraités. On se demande comment il se fait que les Juifs français ont dû fuir avec l'arianisation de leurs biens, je parle de la famille Rothschild, par les nazis, donc pas maltraités, oui, on peut en parler, alors qu'il y a eu beaucoup de juifs qui ont été déportés. Il va expliquer la honte de soi, c'est-à-dire qu'il ne se reconnaît même pas en tant que juif, puisqu'il finit par dire « je suis français » et la judaïté c'est très loin. Et il va quand même sauver Israël. Donc c'est dire que le colonialisme qu'il est, qui va placer d'ailleurs 5 personnes à la députation, dont 4 le fuient comme la peste, il ne reste plus que sa petite copine. Hein. Oui. Je plaisante à peine, Sarah Knafo qui est maghrébine aussi, elle est d'origine marocaine. Okay. C'est dire un peu le niveau. Alors moi, j'ai envie de dire simplement par rapport à ça. On sait que, vous connaissez peut-être Alfred Hugenberg, j'en ai déjà parlé, qui est donc celui qui fondait l'extrême droite nazie et qui avait acheté un groupe de presse, qui avait vraiment fait un gros travail. Bolloré, c'est Hugenberg d'aujourd'hui. C'est la même chose. Voilà. On sait aussi que l'extrême droite, il y a des radicaux, il y a des lièvres comme Zemmour, qui est juste un clown pour donner le sentiment que l'extrême droite est moins sale, reste sale. Mais on sait surtout, et je l'ai dit récemment dans une interview, dans un échange à la radio, que Madame Le Pen, parlons de cette femme merveilleuse de peu d'intelligence, qui est une ignorante, va expliquer l'histoire de l'Algérie à l'aune de ce qu'elle sait, donc pas grand-chose. Mais par contre, ce dogmatisme l'emporte sur l'intelligence. Quand elle va expliquer, par exemple, que l'Algérie aurait dû être la Suède ou la Norvège, elle oublie cette ignorante. Je répète ignorante 3 fois pour qu'elle le sache, parce que j'ai eu un débat avec elle et j'ai vu le niveau intellectuel, ça vole pas haut. Elle oublie que quand on détruit un pays comme ça a été détruit, des pays qui a été détruit dès l'entrée des Français. 90% de destruction sur les villes algériennes qui étaient extrêmement développées, contrairement à ce que dit cette ignorante Zemmour. Elle oublie que le pays laisse, je vous donne les chiffres, c'est abyssal, 2000 universitaires choisis, 2000, sur un pays de 9 millions d'habitants. 15% de la population qui sait à peine lire et écrire. Aucun technicien, aucune personne formée, que des fellahs qui sont en plus dans la misère. Un pays qui a été détruit par les terroristes que Zemmour adore de l'extrême droite, qui eux faisaient sauter des bombes dans les hôpitaux. Et je vous explique la méthode. On fait sauter des bombes dans les hôpitaux, et quand on voit qu'il y a la panique dans l'hôpital, on vient arroser avec les mitraillettes les survivants. C'est ça que faisait l'OAS pour faire partir les Arabes et les Français. Parce que les Français sont partis à cause de l'OAS. Et bien quand ces ignorants expliquent qu'on peut bâtir une puissance incroyable à partir de rien, ils ne se rendent même pas compte que l'Algérie est passée de moins de 15% de gens qui savent lire et écrire à 100% de l'alphabétisation. Et d'un pays qui a été ravagé par l'OAS pendant 6 mois, tout a été détruit. Il n'y a pas une usine qui était en place. Un pays qui s'est reconstruit, et à quel niveau? Aujourd'hui, la peur de ces gens-là, ce n'est pas tellement le fait que l'Algérien fait peur. Ça, ils l'entretiennent et ils font un mythe là-dessus. La peur de ces gens-là, c'est de voir une Algérie qui devienne puissante, qui devienne influente, qui n'ait plus de problème, qui est décomplexée sur l'industrie, par exemple, parce qu'on a des industries, contrairement à la France qui les a perdues, malheureusement. Et surtout, la peur de ces gens-là, c'est de se dire, mince, on les a laissés, et on disait quoi à l'époque, quand ils sont partis en 62, les pieds noirs? Mais que vont-ils devenir sans nous? C'est ça les propos qui étaient tenus par ces arrogants. Eh bien, cet ignorant de M. Zemmour, ce dogmatique obsessionnel de M. Bolloré, qui a un problème avec l'Algérie, je ne sais pas d'où il vient, parce qu'il est breton, bon, bref. L'obsession de Mme Le Pen, dont le père était un tortionnaire et qui est une complexée, et je rappelle que son père disait « je préfère qu'elle voie des vaches plutôt que des Arabes ». C'est ça les propos. Ouais. C'est vous dire un peu le logiciel dans lequel ils sont. Ces gens-là ont une obsession anti-algérienne parce qu'ils n'ont rien d'autre, parce qu'ils savent très bien que si on montre leur parti du doigt, il faut les nommer. Si on dit aux Français, écoutez, vous voulez voter pour ces imbéciles, ce sont des ultralibéraux. Ils vont vous emmener droit dans le mur. Ils ne vont pas vous faire de bien. Il n'y a pas de social à l'extrême droite. L'extrême droite, c'est marche ou crève. Eh bien, ces gens-là sont en train d'enfumer la population française en montrant l'Algérien du doigt, montrant l'Arabe du doigt, le musulman du doigt, uniquement pour ne pas montrer leur vrai programme. Donc moi, j'ai envie de dire aux Français, si on devait parler au peuple de France, que si vous venez en Algérie, vous serez reçus dans des conditions extraordinaires parce que les Algériens n'ont pas de haine dans le cœur. Ils ne sont pas nourris de ça. Et vous serez reçus aussi bien que n'importe quel étranger, un Italien, un Espagnol ou autre. Oui. Et surtout que si vous allez dans un pays comme l'Algérie, vous allez comprendre ce que veut dire l'hospitalité et ce que veut dire le fait qu'il n'y a pas la haine qui est restée malheureusement en France de certains sur une perte d'un territoire qui faisait rêver. L'Eldorado algérien, les pieds noirs, ils vivaient comme des rois, ils ne travaillaient pas et exploitaient les esclaves en permanence. C'est sûr que là on est bien. Et bien aujourd'hui, ces gens-là reviennent à la charge, mais je suis rassuré sur un point, jusqu'à présent, j'ai jamais vu de manifestation de masse de Français contre les Algériens. Ça n'existe pas. Donc, il faut bien comprendre que... C'est pour ça qu'il faut savoir que ce n'est pas le peuple français qui est raciste. Je fais une distinction. Il faut comprendre que les Français manifestent massivement pour les questions sociales. Et aujourd'hui, il y a une impasse politique
avec un budget qui ne passe pas, il y a un gouvernement qui n'est pas élu et qui a été placé de force, et malheureusement, il y a l'extrême droite qui commence à donner le là, mais qui, je pense, s'effondrera aux prochaines élections. Alors l'extrême droite, c'est pas la France, hein, c'est pas les Français, exactement. C'est pas les médias de Bolloré, Mahdi. C'est pas les médias de Bolloré. Moi, il y a une chose que je voudrais dire à l'idiot utile, parce que pour moi, Zemmour est l'idiot utile pour, en quelque sorte, dédiaboliser Marine Le Pen. Ouais. Comme l'a si bien dit Gamal, Zemmour, il est tellement bête qu'il ne se rend pas compte que c'est juste le lièvre de Marine Le Pen. Zemmour s'est présenté à 3 élections depuis qu'il s'est mis dans la politique. Il les a perdues toutes les 3, avec des scores abominables. C'était humiliant. Ouais. Humiliant. De toute façon, vu le bonhomme, c'est normal que ça soit humiliant. Moi, il y a juste une chose qu'il faut savoir par rapport à ce cher Zemmour. Qu'est-ce que ça lui rappelle, la régence d'Alger ? En 1830, la régence d'Alger, qu'est-ce qui s'est passé quand on a prêté de l'argent à la France pour le contre-coup de la Révolution française? Non, c'est pas ça. Non, elle n'a pas prêté. La France devait de l'argent à l'Algérie pour le blé. Oui, pour le blé, exactement. Justement, elle a volé l'or algérien pour payer la dette allemande. Et le Dey d'Alger a giflé la fameuse histoire où le Dey d'Alger a giflé avec son éventail le consul français en 1827. Donc, moi, je dirais à ce cher monsieur Zemmour, rembourse l'argent au pays qui n'existait pas, mais qui t'a quand même prêté de l'argent. Donc, tu avais un pays qui t'a prêté de l'argent, mais qui n'existait pas. Donc, c'est très bête de sa part, mais à son niveau, c'est tout à fait normal. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, deviens un homme politique. Ça veut dire, essaye d'être élu juste maire d'une ville, ou je sais pas, moi, peut-être tu seras élu délégué de ta classe, ou juste gagne une élection dans ta vie, fais une élection, et après, proclame-toi comme un homme politique. La seule et unique action de Éric Zemmour jusqu'à aujourd'hui, et moi je le dis, c'est que c'est le toutou utile de Marine Le Pen. Tout simplement. Il n'a aucun autre levier d'action. Aucun autre. Rappelons comment il s'est fait humilier quand même aux élections. Il y a 4 de ces candidats, sur 5 candidats, 4 qui se barrent au Front National, enfin au Rassemblement National. Le Sir Cloaquia, c'est celui qui sort de la bouche Il faut rappeler quand même l'humiliation, il s'est fait virer comme un malpropre par Marion Maréchal. Bien sûr. C'est vraiment pour dire il était utile. Et l'Algérie était une civilisation bien avant que les ancêtres de ce sinistre personnage, de cet infâme personnage, ne soient... De toute façon, il faut aussi savoir une chose. Quand vous connaissez l'histoire de la famille Zemmour, des mafieux, de la famille Zemmour, des proxénètes, de la famille Zemmour, qui est sur toutes les pages de tous les magazines en France, vous comprendriez bien le sinistre personnage que c'est ce monsieur. Alors justement, on a assez parlé de lui, je pense qu'on lui a fait assez de publicité comme ça. On va maintenant parler d'autres personnes qui font un peu le même travail que lui. Hein. Non, on va passer à Elisabeth Lévy et Pascal Praud, qui se distinguent aussi dans la diabolisation de l'Algérie. C'était sur un plateau de CNews. Le nombre de gens qui ici, enfin c'est tout aussi intolérable, hiérarchie, qui ici relaient absolument cette pensée, cette idéologie, ces propos, y compris la comparaison infâme que vous venez de citer, cher Georges. On a une 5e colonne idéologique. Rima Hassan défend les intérêts de l'Algérie contre ceux de la France. Il y a ces influenceurs, mais il y a aussi beaucoup de relais maintenant. Il y a eu beaucoup d'articles sur la mosquée de Paris, notamment dans l'opinion, si je ne m'abuse. Mais j'ai même entendu un éditorialiste disant que la France n'avait scolarisé que 10% des Algériens durant la période durant laquelle la France était présente en Algérie. Et visiblement, c'est totalement faux et un historien lui a répondu point par point. Oui, mais c'est faux aussi sur ce qu'ils disent de l'immigration. Et le grand danger, c'est qu'ils essayent de travailler avec ces relais, les franco-algériens, dont une partie déteste le régime, il faut quand même le rappeler, mais dont une partie adhère à ces thèses anti-françaises. Bon, est-ce qu'il y a une réponse, est-ce qu'il peut avoir une réponse? Parce qu'on a l'impression, effectivement, et là Bruno Retailleau n'a pas tout à fait tort, on a l'impression que la France est humiliée, que la France est piétinée, la France est saccagée, mais alors qu'il n'y a aucune réponse, alors qu'il y aurait quand même des manières de répondre. Bien sûr qu'il y a toutes sortes, il y a un éventail de mesures qu'on pourrait prendre qui seraient... mais que Tebboune, le président Tebboune d'ailleurs envisage, en expliquant que ce serait une honte, que ce serait Marine Le Pen veut réveiller la guerre d'Algérie. C'est un discours qui est d'un militantisme et d'une... Comment dire? C'est très étonnant dans la bouche d'un chef d'État de dire des choses comme ça. Oui. Voilà donc, Badis Nissa, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient d'entendre? Et avant que je vous réponde, effectivement, je reviens sur le fameux blé
de Charles X, et la famine notamment, donc pour aller un peu dans le sens de ce que disait Mehdi Guezard, dans la chronologie notamment, et le point de départ avec ce coup d'éventail. Donc c'est pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, quand on voit cette extrême droite qui essaye d'avoir bonne conscience coloniale... Pardon. Charles X a décidé d'occuper l'Algérie pour sauver son trône. Il a chuté un mois après. Oui. Voilà. Donc la politique intérieure, parfois on exporte en occupant d'autres pays. Tout à fait. Et non, pour revenir à votre question, effectivement, moi ce que je vois quand je vois ce type de débat, et ce type de... Enfin, débat est un grand mot, puisqu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de matière grise, il n'y a pas de cerveau non plus. Et c'est pourquoi d'ailleurs je qualifie plutôt de... Ce que je vois, c'est des hôpitaux psychiatriques. Ce que je vois, c'est des patients qui essayent de faire une thérapie exutoire entre eux. Voilà, c'est tout ce que je vois. Il n'y a aucune réflexion, aucune intelligence. Et puis surtout, je dirais, hôpital psychiatrique porté aussi par, tout à l'heure on a parlé de Bolloré, la bollorisation effectivement, notamment des médias aujourd'hui. Bolloré, je rappelle, il y a quelques années, dans une interview, il évoquait cette ambition de créer des médias d'opinion. D'accord ? Donc c'est pour dire qu'effectivement, il était dans une démarche effectivement volontaire, préméditée, à orienter. C'est lui aussi qui a mis en orbite, tout à l'heure vous avez évoqué, je ne veux même pas le nommer, mais bon, je suis contraint, donc Éric Zemmour, qui l'a mis en orbite avec 1 heure d'antenne sur CNews pendant 2 ans, avant qu'il soit au fait projeté pour les élections présidentielles. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a un plan orchestré, caractérisé aujourd'hui par Bolloré. Bolloré aussi, tout à l'heure, Faisal, tu avais évoqué un point très important pour moi, peut-être le point de départ. Rappelons que Bolloré, en 2022, a vendu toutes ses activités en Afrique. Et cela peut-être aussi explique pourquoi il y a cette volonté revancharde, de vengeance notamment, où à travers ces médias notamment, pour en citer que CNews, il y a ce racisme décomplexé, il y a aussi cette islamophobie, je dirais même vulgarisée, et aujourd'hui cette algérophobie encouragée. D'accord ? Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui des dépassements, notamment à tout point de vue d'ailleurs, qui... nous sommes même plus dans nous sommes dans l'irrationnel. Nous sommes dans une autre dimension dans laquelle, y compris l'interview du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui était très limpide, très clair, avec des éléments très clairs, même un enfant le comprendrait, sauf qu'il s'avère qu'à vraisemblablement, ils n'ont même pas un QI d'un oiseau. Donc, ils ont du mal à interpréter, effectivement. Et je reviens un peu tout à l'heure, et si vous me permettez, le commentaire que je voulais apporter à Pascal Héroux, c'est sur la communication. Vous savez, moi, je suis pragmatique. On ne peut pas apporter des arguments de bonne foi à des gens de mauvaise foi. L'Algérie communique, oui, mais elle communique à qui veut l'entendre, communique à qui est doté de conscience et surtout, chose qu'ils n'ont pas. Et je conclurai aussi sur un autre point important, ou peut-être je poserai ça aussi sur le débat, sur la table. Moi, je rappelle une chose très importante, peut-être qui est passée inaperçue, c'est que l'Algérie, aujourd'hui, a eu une victoire juridique et une victoire politique, notamment au nom de la justice française. Sur l'affaire de Rotaillot. Donc, c'est très important. Je suis d'accord, mais moi je vais aller dans ton sens sur une chose, Badis, qui est très importante. Et moi, tu sais, moi je dis des choses qui ne se disent pas ailleurs. Je vais vous donner la véritable raison, et c'est du off, ce que je suis en train de vous dire, mais je vous le dis en direct, pour vous prouver comme quoi je suis très transparent avec vous. La haine de Bolloré a une explication. Et moi, je vais vous le dire très sincèrement, comme ça vous allez comprendre. La haine de Bolloré est qu'il n'a pas eu le port de Djenjen en commercialisation et en gestion. La haine de Bolloré est due à sa frustration de la fermeture pour ces entreprises du marché algérien et aussi de son rejet systématique de tous les ports africains. Il a été chassé. Voilà pourquoi Bolloré, le groupe Bolloré a une haine viscérale contre l'Algérie. C'est ça. En fait, dans chaque action, ça entraîne une réaction. Eh ben, on se fait attaquer. Moi, je vais vous dire aussi une chose. Moi, je vais vous dire aussi une chose qui me choque et je vais te le dire, Nouhed. Si on s'amuse à faire le décompte du mot Algérie sur les 90 derniers jours sur toutes les chaînes de télévision et toutes les radios et tous les journaux français, je mets ma main à couper que Algérie a été prononcée, écrit, lu, plus que la Palestine avec 45 000 morts. Plus que l'Ukraine avec plus de 100 000 morts. Je mettrai ma main à couper pour ça. Sauf sur LCI. Pourquoi ? Posez-vous la question.
Pourquoi? Parce que l'Algérie, encore une fois, je le dis et je continuerai à le dire, l'Algérie dérange. Parce que l'Algérie est droite. L'Algérie veut garder sa souveraineté. Voilà pourquoi on dérange. On n'a pas besoin d'être des bénis-oui-oui, comme certains autres pays, pour ouvrir les portes de notre pays, les portes de nos ports, les portes de nos aéroports, pour être critiqués. Nous avons une ligne de conduite. Et encore une fois, et pour finir, et je vous laisserai finir, l'Algérie n'a jamais été née et ne sera jamais sous le diktat d'aucune puissance étrangère. Bien sûr, on ne s'est pas battu pour libérer le pays, pour être sous des dominations, et c'est vrai, vous avez raison, Mehdi, parce qu'il y a un fond commercial, un fond économique, affairiste derrière ces attaques contre l'Algérie. Je voulais rebondir, Nouha, si vous permettez, sur le synthé qu'on voyait tout à l'heure sur CNews. Boualem Sansal, une affaire scabreuse en Algérie. Oui. Bien sûr, ils ont fait sortir la déclaration du président Tebboune dans l'interview à l'opinion pour présenter la chose comme si c'était le cas. Alors que le président, je rappelle seulement cette phrase, le président a déclaré par rapport à Boualem Sansal, qui est un écrivain algérien qui est poursuivi en Algérie pour avoir dit des choses en mettant en cause les frontières historiques de l'Algérie. Boualem Sansal n'est pas un problème algérien, c'est un problème pour ceux qui l'ont créé. Oui. Jusqu'à présent, il n'a pas livré tous ses secrets. C'est une affaire scabreuse visant à mobiliser contre l'Algérie. Le président Tebboune a rappelé que Boualem Sansal a rencontré Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur haineux, qui n'a pas cessé aussi de parler de l'Algérie avant de venir en Algérie. Et il a rappelé que Boualem Sansal est algérien depuis 75 ans. Et il a également dit qu'il était en contact avec sa femme et sa fille. Voilà, il n'est pas coupé du monde extérieur. Absolument, qu'il a bénéficié d'un check-up médical, etc. Contrairement à ce que raconte par exemple Éric Rotaillot, un autre haineux, parce que le ministre de l'Intérieur français continue à attaquer l'Algérie. Vous savez que le tribunal de Melun l'a déjugé et il lui a fait désavoué, oui, c'est un désaveu terrible. C'est une gifle monumentale. Absolument, oui. Après le tribunal administratif de Paris. C'est un camouflé public contre le TikToker algérien Boualem Naaman Doualmen, qui donc le tribunal de Melun a décidé d'annuler l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, et il a obligé l'État français à l'indemniser. Ça veut dire tout ce que disait Éric Rotaillot par rapport à l'affaire de Boualem Doualmen était un mensonge. Justement, ce que j'avais soulevé tout à l'heure, cette victoire politique, juridique de l'Algérie, parce que vous savez, le point de départ, rappelez-vous, quand ces mêmes médias qualifiaient d'humiliation de l'Algérie par rapport à Rotaillot. Alors, j'aimerais bien les entendre aujourd'hui dire que la justice française a humilié Rotaillot. Le ministre de l'Intérieur, oui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la première fois que ça arrive. Voilà. Oui. Et la justice française, d'ailleurs, a donné raison à l'État algérien. Vous savez pourquoi ? Parce que l'Algérie est soucieuse de l'État de droit. L'Algérie est soucieuse des libertés des individus. À l'époque, quand elle a refusé de recevoir cet influenceur, pour la bonne et simple raison que ses droits n'ont pas été respectés. Et aujourd'hui, le temps nous a donné raison. La justice française elle-même, de l'intérieur, a donné raison, effectivement, à la position algérienne. Donc, c'est plus qu'un camouflet. C'est un camouflet cinglant et un désaveu à 3 reprises, puisqu'il a été conclu par un dédommagement, notamment de 1 200 euros. Donc, c'est dire, effectivement, que ce Rotaillot n'obéit plus à la rationalité, n'obéit plus n'incarne pas, d'ailleurs, le rôle... On peut dire qu'il est en roue libre. Pardon ? On peut dire qu'il est en roue libre. Il est plus qu'en roue libre, c'est-à-dire qu'il prend ses désirs personnels pour, je dirais, les faire valoir avec le prisme de l'État. Et c'est ça ce qui est le plus grave. Et c'est pourquoi il faut arrêter ce... D'ailleurs, il est l'archétype, notamment, de, justement, cette idéologie néocoloniale qui persiste encore et encore. Et je conclurai là-dessus. D'ailleurs, vous verrez que aujourd'hui, on peut dire que le génie de la révolution algérienne, conjugué à l'Algérie nouvelle, est-ce qu'elle est advenue, continue à marquer, y compris les descendants de l'Algérie française. Alors justement, quand on fait face à autant de haine, parfois on a peut-être tendance à oublier qu'il y a quand même ces voix qui s'élèvent pour appeler au dialogue. Il y a ces voix qui existent et qui appellent au dialogue. Je pense notamment à Dominique de Villepin, qui a bien voulu répondre aux questions d'Al24 News. On l'écoute et on en reparle juste après. Nous devons tout faire, en tout cas en ce qui me concerne, tout ce qui peut être fait à la place qui est la mienne. Et je crois pouvoir dire de plus en plus, quand je rencontre ici des dirigeants français, j'ai lu attentivement l'interview du président Tebboune, je vois que les choses bougent. Et j'aimerais pouvoir dire, je crois qu'elles bougent dans le bon sens. Et donc faisons en sorte que nous puissions sortir par le haut de cette crise difficile. En parlant de cette interview du président algérien Abdelmadjid Tebboune, vous avez été mentionné. Vous avez été mentionné parmi les hommes respectés avec lesquels l'Algérie aime
parler. Vous avez été, donc on a dit que vous êtes une personne qui est très respectée dans la presse du monde arabe, et c'est une personne, ou vous êtes une personne, qui représente une France qui avait son poids. Est-ce que vous êtes prêt à jouer le rôle de médiateur entre l'Algérie et la France dans cette crise? On ne s'auto-désigne pas médiateur, mais ce que je peux dire, pour voir beaucoup de responsables en France, dans tous les milieux, politiques, économiques, il y a une attente, une grande attente. Il y a un espoir que les choses puissent se dénouer. Et donc, je sais que chacun est prêt à faire sa part. Et nous sommes prêts, les uns et les autres, à œuvrer pour que ce qui nous sépare aujourd'hui puisse permettre de renouer le dialogue, de renouer le travail à faire. Comment renouer ce travail, comment renouer ce dialogue, justement, à travers une médiation, justement? Oui, mais je pense qu'une fois de plus, ça implique de déplacer un peu le regard. Ce qui doit être fait pour faire en sorte que la reconnaissance d'une histoire tragique soit faite, devra être fait. Mais ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est la nécessité de regarder vers tout ce qui est en attente, tout ce qui mérite d'être fait pour nos jeunesses respectives, pour nos peuples respectifs. Et ça, quelque part, ça nous pousse à regarder devant. Ça nous pousse à faire la part des choses dans tout ce qui est difficile et douloureux. Et je crois que cette bonne volonté doit l'emporter et nous guider. Donc le vœu que je forme, c'est que rapidement nous puissions, et je sais que des choses bougent, et donc je veux croire que rapidement nous serons capables d'avancer ensemble. Voilà, c'était donc Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français, ancien chef de la diplomatie française. L'entretien complet, vous pourrez le suivre demain à partir de 15h10 sur Al24 News. Kamal Abina, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vient de dire Dominique de Villepin, qui appelle, on le rappelle, au dialogue? Depuis toujours, de Villepin est quelqu'un qui est dans le dialogue. Ça reste quand même un diplomate de haut vol. On se rappelle de 2003 avec les Américains. Mais surtout, de Villepin, c'est quelqu'un qui se projette comme un gaulo-chiracien. Donc il est dans une lignée, effectivement, d'une certaine classe politique, d'un certain haut rang politique. Et il essaie de calmer un peu le jeu par rapport à tous ces délires qu'on entend. On a Ségolène Royal qui s'exprime aussi de la même façon. Donc moi, j'ai dire simplement par rapport à ça, c'est que sur les groupes privés qui font la surenchère pour des raisons qu'on a bien comprises, on doit bien comprendre qu'il y a deux France qui s'affrontent. Celle qui ne parle pas et qui est majoritaire, et puis celle qui parle. Et De Villepin sauve la droite. Parce qu'on a des types, par exemple, on nous a bombardé, c'était dit tout à l'heure, à Zemmour, c'est le petit Goebbels finalement de Bolloré. Le même style, ancien journaliste comme Goebbels, qui se prend pour l'intellectuel, bref. Et bien là, c'est pareil. Pour De Villepin, c'est la droite, mais la droite saine, la droite propre. Pas la droite à la Retailleau, qui est dans l'incendie permanent. Rappelons quand même que Retailleau vient de faire l'émission où il attaque les femmes voilées. C'est son obsession. Oui. Les Arabes, l'islam, l'immigration, les Algériens, enfin, tous ces référentiels, on les connaît. La problématique qui se pose, c'est que dans un cas, on a une sorte de chien un petit peu enragé. Bon, j'utilise l'image pour dire que c'est le premier policier de France qui est très énervé, toujours, qu'on lâche pour être excessif. On a eu ça avant lui, son prédécesseur. À chaque fois qu'ils sont là, c'est un petit peu pour exagérer, mais lui va très loin, malheureusement. Et de l'autre côté, on a un homme d'État, on peut parler d'un homme d'État, qui peut-être se présentera à la présidentielle et qui a un discours équilibré. C'est pas un pro-palestinien, c'est pas un pro-algérien. C'est quelqu'un qui dit, quand on parle d'État à État, on se respecte. Très bien. Il y a également Jean-Pierre Chevènement, que le président de la République a évoqué. Donc il en a parlé lors de son entretien avec l'Opinion. Lui aussi a accordé donc une interview au Figaro et il lui aussi appelle à l'apaisement. Oui, absolument. Jean-Pierre Chevènement, qui était ministre de la Défense à un moment donné, qui a démissionné à cause de la guerre en Irak, etc. C'est des gens de principe. Et Dominique de Villepin rappelle que la diplomatie a des règles. Ce n'est pas un apprenti diplomate comme Éric Retailleau de faire changer les choses. D'ailleurs, il a été interpellé à plusieurs reprises par rapport à la relation avec l'Algérie. Il répète toujours la même chose, le même discours, comme s'il avait appris un discours. Il parle de la directive retour de l'Union européenne qu'on va changer. Bien sûr, il faut 27 pays pour la changer, et pas uniquement la France. Il a parlé du voile, il est contre le voile, enfin, etc. Dans l'espace public. Donc, je voulais revenir rapidement, Nouhed, sur la bollorisation évoquée par Mahdi des médias. Bolloré, effectivement, il a instauré des nouvelles règles. Ils ont même racheté une école de journalisme à Paris. Bolloré, il faut rappeler qu'il a
150 médias, y compris l'agence Abbas qui fait de la publicité. Ça veut dire qu'il achète la publicité, qu'il la donne à ses propres médias pour relier le discours anti-algérien, le discours qui va contre ses intérêts. Et je sais que le Sénat français, il y a 2 ans, il a alerté contre la concentration des médias, parce que la concentration des médias aux mains de certains hommes d'affaires, comme Arnaud, comme Bolloré, absolument, c'est une menace pour la liberté d'expression en France. Très bien, merci. Merci, monsieur, pour ce débat. On revient dans quelques instants, mesdames et messieurs. Hebdo Show se poursuit pour la dernière partie. Nariman Zekar nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Nariman. Bonsoir Nohed, bonsoir tout le monde. Et on continue Nariman à parler de la guerre médiatique que mène la France à l'Algérie. Et c'est toujours avec vous. Oui, effectivement, la France qui n'hésite pas à attaquer l'Algérie, que ce soit de loin ou de près, c'est assez drôle. D'ailleurs, voilà ce qu'on a pu entendre cette semaine sur les ondes de la radio française Europe 1. On écoute. Par cette séquence sur C'est à vous, une étape importante de la conquête islamiste a été franchie. Le choix délibéré de cette tenue notoirement identifiée comme salafiste est un message fort. La mécanique et ses rouages se répètent, provocation, victimisation, ciblage. Alors on se demande de quoi Pascal Praud peut bien parler. Alors il utilise des mots quand même assez lourds de signification. Eh bien, si je vous disais que tout ce cinéma concernait en fait uniquement la tenue vestimentaire d'un humoriste, il s'appelle Marouane Benazar, il est franco-algérien et il s'est fait suspendre. Comme par hasard. Tout ce qui touche à l'Algérie, je l'ai dit tout à l'heure, Mahdi. Posez-vous les bonnes questions, messieurs, dames. Il s'est fait suspendre des chaînes publiques françaises pour la raison la plus absurde, à savoir le fait qu'il portait pour sa première chronique de l'émission C'est à vous sur France 5, un bonnet et un pull marron large, comme vous pouvez le voir à l'écran. Résultat, ce bonnet et ce pull sont devenus les vêtements les plus commentés de France cette semaine, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien sur les médias français, en particulier les médias Bolloré. Marouane Benazar a donc été victime d'une grosse campagne de haine raciste et xénophobe de la part de l'extrême droite française. Et pourtant, vous allez le voir à l'écran, c'est pas la première fois que ce genre d'accoutrement est vu sur le paysage audiovisuel français. À gauche, ça fait tout de suite plus hipster. Mais regardez, justement, à droite, on a l'humoriste et chroniqueur de l'émission Quotidien sur TMC, c'est Yann Marguet. Il a exactement le même style vestimentaire que Marouane, et pourtant, j'ai jamais vu quelqu'un l'accuser d'être traité d'islamiste ou de salafiste. On dirait plutôt qu'il a un style bobo hipster, comme vous le disiez, Nohed. Donc visiblement, on ne peut pas être hipster et bobo chic si on s'appelle Marouane, ou encore Mehdi, ou encore Faisal. Au contraire, on est forcément un islamiste. Et l'affaire a tellement fait de bruit qu'on en parlait même au Sénat ce mercredi. La ministre française de la Culture, Rachida Dati, avait pris la parole pour révoquer le cas de l'humoriste, estimant que sa chronique n'avait rien de répréhensible, mais qu'il avait, selon elle, tenu des propos scandaleux sur les réseaux sociaux dans le passé, il y a une dizaine d'années, quand il était adolescent. Des propos qui ont été délibérément sortis de leur contexte, bien évidemment. C'est ce qu'a expliqué l'humoriste lui-même, qui a expliqué ne faire que blaguer avec ses amis sur ses réseaux sociaux personnels. Rachida Dati, qui a depuis été accusée d'avoir cédé à la pression faite par une partie de la France raciste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Faisal Montaoui ? Bien sûr, Rachida Dati, qui était dans les bagages du président Macron lorsqu'il a visité le Maroc, parce qu'elle est marocaine d'origine. Oui, mais elle s'appelle Rachida Dati. On voit bien qu'elle est d'origine arabe. Oui, absolument. Mais non, ça veut dire que Marouane Benazar n'a pas été attaqué sur le contenu. On a vu cette chronique tout à l'heure, on a les mains ensemble. Et vous avez vu qu'il n'a pas du tout... C'était sympathique. Il a critiqué Manuel Valls, il a un peu critiqué Bernard Arnault. C'est un humoriste. C'est un humoriste. Il a critiqué avec sympathie, bien sûr. Il n'y a aucune insulte, aucune diffamation. Il a parlé du football, donc le contenu ne posait pas du tout de problème. Et d'ailleurs, Marouane Benazar, il est chroniqueur à France Inter, la radio France Inter. Et donc, c'est la première fois que ça arrive. Ça veut dire qu'on juge une personne à travers son accoutrement, à travers ses vêtements. Et ça donne aussi une idée sur les limites de la liberté
liberté d'expression, parce que Rachida Dati donne un ordre à France 5 qui tout de suite exécute et qui enlève l'humoriste et l'interdit d'antenne. C'était d'ailleurs la première chronique, c'était le 31 janvier. C'était sa première. La première et la dernière, donc la barbe apparemment ne l'aura pas plu, c'est pas la première fois en France. Hein. Il y a déjà le cas de Dieudonné Mbala qui est interdit d'antenne, interdit de scène en France depuis très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'elle a osé critiquer Israël, antisioniste, et osé aussi remettre en cause ce qui est appelé l'Holocauste en France. Il y a notre cas, Nouhed, c'est le cas, et Narima, le cas de Guillaume Meurice, qui a aussi été interdit d'antenne à France Inter, pourquoi ? Il a osé critiquer le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu. Donc ce pays qui nous donne des leçons à longueur d'année sur la liberté d'expression, sur la liberté de création, qui évoque le cas de Boualem Sansal qui serait victime du régime d'Alger, entre guillemets. Voilà ce qui arrive lorsqu'un humoriste est interdit d'antenne, et ça ne soulève pas beaucoup de vagues. Hein. Les ligues des droits de l'homme, toutes les organisations qui habituellement défendent la liberté d'expression se sont tous tues. Pourquoi ? Peut-être parce que Marouane Belazar est un Algérien. Excusez-moi, il y a une personne sur CNews, un présentateur, un animateur qui s'appelle Jean-Marc Morandini. Oui. Et moi, j'interpelle Madame la ministre de la Culture, Rachida Dati, par rapport à ce cas spécifique de Monsieur Morandini, Jean-Marc Morandini, qui a été, par la Cour d'appel de Paris, reconnu ce 27 janvier 2025, donc ça veut dire à peu près 10 jours, coupable, écoutez-moi bien, messieurs, dames, de harcèlement sexuel contre un jeune comédien. Il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, aggravant la peine de 6 mois de prison avec sursis prononcé en première instance. Il a été également condamné à une amende de 50 000 € pour travail dissimulé concernant plusieurs jeunes acteurs ayant passé le casting pour la web-série Les Faucons. Donc, Madame la Ministre, si vous regardez l'Hebdo Show, pourquoi ce 2 poids 2 mesures ? Oui, il y a quand même une différence entre l'un et l'autre, c'est que dans un cas c'est privé, et dans le cas elle a le pouvoir sur le public. Ben, excuse-moi, mais les tweets qui ont été reprochés... Je ne sais pas, je dis qu'elle ne peut pas faire pression sur le privé. Mais les tweets qui ont été reprochés à cet humoriste... où son métier, il est payé pour faire rire, sont des tweets dans un cadre privé. Donc, et qui ont été sortis de leur contexte. Je ne dis pas que c'est bien, je suis désolé, mais à un moment, je suis désolé de le dire, mais pourquoi M. Morandini, qui a été condamné par la justice française et dont sa peine a été aggravée en appel, est libre de passer en direct pendant 2 ou 3 heures chaque matin sur une chaîne privée, et que sur une chaîne publique, un humoriste qui a dit ce qu'il a dit, je ne sais même pas ce qu'il a dit sur ses tweets, mais ça ne doit pas être aussi grave que d'agresser sexuellement un mineur, est interdit d'antenne. C'est encore une fois, je le dis, je l'ai déjà dit par le passé, et ça m'a valu ma place sur une autre chaîne, ce 2 poids 2 mesures qui est juste immonde. C'est la même chose pour Zemmour, Mahdi. Zemmour a été condamné au moins à 3 reprises pour des Zemmour, il a un abonnement au tribunal. Incitation à la haine, au racisme, etc. Et il a toujours les privilèges d'accéder à l'antenne. Il faut préciser que c'est que les privés qui le reçoivent. Le public ne reçoit pas ça. Ouais, non, mais tu m'excuses, mais privé ou public, il s'adresse à un téléspectateur. Tu as l'ARCOM qui doit faire son travail, l'ARCOM qui est le gendarme de la télévision, qui doit faire son travail. Mais quand Pascal Praud ou défend ses collègues, alors que tu sais qu'il a été accusé d'harcèlement sexuel sur mineurs, excuse-moi, moi je trouve que cette différence de justice dans le pays qui se déclare être un pays de justice, je trouve que c'est juste dégueulasse. La critique qu'on peut formuler, c'est qu'elle n'ait pas agi contre lui, qu'elle n'ait pas nommé effectivement ce... Justice à 2 vitesses. Mais c'est vrai que dans le cas de Marouane Belazar, on en rigole un peu tellement c'est absurde, mais ça reste tout de même un sujet qu'il faut prendre très au sérieux. Aujourd'hui, le racisme et la xénophobie prennent de plus en plus de place dans la sphère sociale française. En tout cas, c'est ce que veulent véhiculer ces médias d'extrême droite, Gamal Abina. Oui, clairement, ce qui se passe, c'est que lui, ce qu'il paye, c'est quoi ? C'est son origine, évidemment, on l'a compris. Hein. Ah oui, c'est sa barbe. Dès qu'on a une barbe, dès que c'est une barbe noire, ça passe moins bien. Mais il a tout pour pas plaire. Elle aurait été blonde, ça serait passé. Elle aurait été blonde, ça passait mieux. Mais il ne faut pas s'appeler Marouane, évidemment, pas non plus délirer. Le nom, la religion, la barbe, ça fait beaucoup d'éléments à charge. Et en même temps, c'est une façon de se défausser. Bon, Rachida Dati, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tape un arabe, il passe par un étranger pour que ça passe mieux. Ouais. Mais en vérité, elle était en service commandé. C'est pas elle qui demande ça. Et son père doit être pareil. Il est sûrement barbu. Elle est en plus algéro-marocaine, il faut le rappeler.
fait, parce qu'il y a aussi une origine algérienne chez elle. Donc elle ne se sent pas un point commun avec lui parce qu'elle travaille pour un État. Et l'État prend une orientation qui est inquiétante. Et c'est vrai que, parce qu'on parle maintenant de délit de sale gueule. Moi j'ai dit à l'époque, on avait un délit de pas de gueule, on n'existait pas. Après, dès qu'on s'est affiché physiquement, ça devient le délit de faciès ou délit de sale gueule. Et là, il paye quoi? Il paye son physique, sa barbe brune, son côté, même s'il est bon enfant, sympathique, il sourit, mais on lui fait payer ça. Il a pris un petit chapeau qui n'est pas du tout salafiste, on l'a bien compris. C'est un bonnet. Il a même donné, il a donné la marque. Il a dit qu'il l'avait mis pour cacher sa calvitie. Donc, en plus, ce qu'on peut comprendre. Il avait dit que le bonnet n'était pas fabriqué dans la République islamique du Portugal. Et puis le vêtement, le pull, c'est pareil. C'est des trucs qui sont très anodins, mais quand on le met sur un arabe et qu'on essaie de créer, de caractériser les choses, on se rend bien compte que la posture de Rachida Dati est une posture qui est clairement de la chasse à l'homme arabe. Moi, j'aimerais juste apporter peut-être un autre élément d'éclairage, c'est qu'au-delà des considérations de racisme, de haine, d'aplaventrisme notamment de certains politiques comme la ministre de la Culture qui n'a pas hésité à le jeter en pâture finalement, c'est aussi un autre problème qui se pose, c'est celui de la représentativité. On ne veut pas de gens de couleur dans les médias. On ne veut pas qu'ils soient dans l'humour, qu'ils soient dans le journalisme, on ne veut pas justement qu'il y ait cette représentativité. Et donc tous les moyens sont bons, notamment tout est bon à prendre en matière d'alibi pour pouvoir justement d'abord les jeter en pâture et en plus après à terme les mettre dans l'ombre. Et c'est exactement ce qui s'est passé malheureusement. Alors très bien, on va enchaîner, mais on va quand même rester dans le domaine de la mode. La semaine passée, Paris, capitale mondiale de la mode, a accueilli une nouvelle édition de sa prestigieuse Fashion Week. Et le défilé qui a fait le plus parler de lui était celui de la maison Chanel, qui s'est retrouvée au cœur d'une vive controverse après la présentation de sa collection Printemps-été 2025. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes algériens ont dénoncé le plagiat de leur patrimoine vestimentaire, pointant notamment des ressemblances frappantes entre la collection de Chanel et la robe Neili, une tenue traditionnelle algérienne réputée pour ses manches amples, son tissu fluide, mais surtout pour sa ceinture en louis d'or, la mhazma en louis d'or. Face à la pression médiatique et face à la pression sur les réseaux sociaux, la marque a donc dû désactiver les commentaires sur ses réseaux sans pour autant répondre à cette polémique. Faisal Mantaoui, est-ce qu'on peut parler d'appropriation culturelle dans ce cas-là? C'est un pillage. C'est un pillage de patrimoine, parce que quand on voit l'image, la Mahazma, vous l'avez évoqué avec le louis d'or, c'est une marque qui marque la robe Neili, donc dans la région de Jilfa, de Msila et de Boussaada, etc. Et d'ailleurs, même cette robe, c'est une Neili un peu développée. Alors que Chanel, habituellement, quand elle s'inspire de costumes traditionnels du Mexique ou de l'Ouzbékistan ou du Kenya, ils évoquent ça. Mais lorsqu'il s'agit de l'Algérie, non, on n'évoque pas que ça. Et c'est pour ça que ça nous pose aujourd'hui un problème très important. Comment protéger notre patrimoine? Vous savez que le Maroc, qui vient d'adopter une loi, je pense cette semaine, une loi pour protéger le patrimoine marocain, en accusant directement l'Algérie de piller. Alors que qui vole le qoftan, qui vole les autres instruments, ou plutôt des éléments du patrimoine, c'est bien les voisins de l'Ouest. Et c'est pour ça que ce café Chanel est très, j'allais dire, très regrettable pour nous. Et on est aujourd'hui obligé de prendre des mesures, je ne sais pas, de s'adapter pour qu'on défende notre patrimoine. D'ailleurs, il n'y a pas que Chanel, il n'y a pas que la robe Neili qui a été représentée, qui a attiré le regard des internautes. Il y a aussi le caraco algérois, comme vous pouvez le voir sur l'image, qui était lui aussi présent lors des défilés de la maison italienne Giambattista Valli, où on a retrouvé la veste du caraco blanc, brodée dans ce cas-là avec des détails dorés, et le bas de la tenue, généralement un saroual shalqa, qui a là été remplacé par une jupe ample, volumineuse. Encore une fois, aucune mention n'a été faite concrètement concernant l'origine de l'inspiration de ces tenues, ce qui a permis à certaines parties, bien sûr, encore une fois, de tenter de s'approprier et de dire ouvertement que le caraco est marocain. D'ailleurs, la bataille de l'Algérie pour se réapproprier son patrimoine se poursuit toujours à l'UNESCO, seule instance internationale qui peut réellement attester de l'origine des biens culturels algériens. Et le caraco, Neriman, a été classé par l'UNESCO bien et bien comme patrimoine algérien. Parce que l'habit féminin et les bijoux de l'Est algérien
Et il y a le Caracou, et ça a été classé, donc il est protégé. Donc l'UNESCO est la référence mondiale en matière de patrimoine. On peut dire tout ce qu'on voudra. Le costume féminin algérien est classé. D'ailleurs, vous savez, Naïmel, que bientôt, l'Algérie va aussi introduire d'autres éléments du patrimoine, comme la robe kabyle, et comme aussi la musique, le zélit et la musique malouf. Absolument. Plusieurs dossiers d'ailleurs, notamment relatifs au patrimoine algérien, sont sur la table de l'UNESCO, sur instruction du président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui est conscient de rattraper cette absence, notamment ce retard, vis-à-vis d'une période révolue, bien évidemment, sur laquelle nous ne voulons pas revenir, mais surtout aussi aujourd'hui pour mettre un terme à ce que je qualifie de hold-up culturel, notamment, qu'il faut mettre un terme, il faut cesser. Nous avons perdu énormément de temps. Merci. Moi, j'ose dire les choses. Nous avons perdu énormément de temps de la période 2010-2020, où nous n'avions aucune représentation ou aucune aide culturelle ou de sauvetage du patrimoine culturel en Algérie. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les choses sont en train ont de changer. Nariman, messieurs, merci pour cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous prêter attention tous les samedis soirs et de nous rester fidèles. À samedi prochain.